Ce soir, on va parler donc contrôle de l'information et liberté de la presse. Alors, ça peut paraître un petit peu technique, ça peut paraître un peu philosophique, un peu dense. En tout cas, moi, je vais essayer surtout de ne pas vous faire un cours. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai pas écrit de bouquin sur la question. Moi, je vais vous parler du contrôle de l'information et de la liberté de la presse à travers mon expérience. Alors, je m'appelle Baptiste Desmontiers, je suis journaliste, j'ai 39 ans. J'ai grosso modo, ça fait 15 ans que je travaille. J'ai travaillé à BFM TV à la création de la chaîne. J'ai travaillé ensuite pour des magazines d'information comme Capital qui passe encore sur M6. J'ai travaillé pour Zone Interdite. Et j'ai beaucoup travaillé pour Envoyé Spécial et Complément d'Enquête qui sont deux magazines de reportage et d'investigation qui sont diffusés sur France 2. Je sais que vous n'êtes pas la génération très, très branchée télé, mais voilà, c'est quand même encore des piliers du journalisme. Et j'ai passé les 3 dernières années dans une émission que vous connaissez peut-être qui s'appelle Quotidien. Barthès. Et là-bas, j'étais en charge de l'actualité internationale et du breaking news. Donc voilà, ça fait 15 ans que je travaille dans ce métier. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, je suis arrivé là-dedans. Moi, je voulais être avocat, mais bon, j'ai terminé journaliste, je suis très content. Et s'il y a 15 ans, on m'avait dit contrôle de l'information, liberté de la presse, je pense que j'aurais immédiatement dit ça fait pas bon ménage, ça marche pas ensemble. Le contrôle de l'information, ça fait forcément appel à des notions que sont la censure, que sont la dictature, etc. La liberté de la presse, par essence, a priori, ça va pas avec. Aujourd'hui, je vais probablement vous dire en fait que ça peut fonctionner ensemble et même ça fonctionne ensemble parce qu'on travaille dans un pays, aujourd'hui on vit dans un pays qui est dans lequel la presse est très très libre, hein, j'insiste là-dessus, c'est hyper important. Vous avez des dizaines de titres de presse écrits tous les matins dans les kiosques, vous avez des radios, vous avez des chaînes de télé de tous bords politiques, vous avez BFM TV, CNews, c'est pas la même ligne éditoriale, donc voilà, il y a vraiment un pluralisme des médias aujourd'hui en France, une presse très libre et pourtant l'information, elle est contrôlée. Elle est contrôlée partout, tout le temps. Et je pense même qu'elle n'a jamais été contrôlée autant qu'elle ne l'est contrôlée aujourd'hui. Je vais vous expliquer déjà tout simplement qu'est-ce que c'est que le contrôle de l'information. Le contrôle de l'information, on contrôle tous l'information qui circule sur nous, à commencer par vous quand vous décidez de poster une image sur les réseaux sociaux. Ça se trouve, vous avez passé un week-end, toute la journée, tout le week-end, vous l'avez passé à regarder des séries sur Netflix, vous allez sortir 10 minutes, vous postez une photo. Donc vous contrôlez l'information que les gens vont pouvoir percevoir de ce que vous avez fait ce week-end. Donc en fait, on est tous dans un contrôle. Je voulais commencer par ça pour désacraliser un petit peu la notion de contrôle de l'information. Contrôle de l'information, ça ne veut pas dire forcément censure, régime dictatorial. On vit en France, dans une grande démocratie dans laquelle la presse est libre, et il y a un contrôle de l'information, vous allez le comprendre, qui est omniprésent et contre lequel nous, les journalistes, on est constamment obligés de se battre. Alors ce soir, on va parler, je vous fais un peu un plan, je suis désolé, je n'ai pas de présentation à vous proposer, mais en gros, on va parler contrôle de l'information dans le privé, d'abord, donc ça c'est les entreprises, comment elles contrôlent, comment elles font pour contrôler l'information. Ensuite, on va parler, ça va aller assez vite, on va parler ensuite de la sphère publique. Ça, de mon point de vue, c'est beaucoup plus intéressant, c'est le contrôle de l'information par les politiques. Donc ça vous concerne tous, comment les politiques font pour contrôler l'info, et comment nous, les journalistes, on essaye un peu de jouer avec ce contrôle pour pouvoir faire notre travail. Et enfin, on va parler évidemment de l'international. Moi, j'ai un peu travaillé à l'international, mais j'ai quand même 80% de ma carrière qui s'est passée en France. Le contrôle de l'info à l'international. Et puis très rapidement, on va parler du financement de la presse et du contrôle de l'information, mais j'essaierai de ne pas faire trop long là-dessus parce que ça peut être un peu rébarbatif. Je vais essayer de faire court, je vais mettre mon petit timer pour voir un peu que je ne me perde pas. Donc voilà, on va donc commencer d'abord par parler du contrôle de l'information dans la sphère privée. La sphère privée, c'est les entreprises. Hein. Ça ne va pas être long, c'est très simple. Pourquoi une entreprise contrôle l'information ? Pour une bonne raison, c'est que ce qui se passe entre ces murs, ça la concerne elle. Une entreprise, elle contrôle son image, elle n'a pas envie que sa concurrence connaisse sa stratégie, elle n'a pas envie, si elle a pour projet d'ouvrir une succursale dans un autre pays, elle n'a pas envie que ses concurrents le sachent. Donc même si elle n'a rien à se reprocher, elle contrôle l'information. Et le journaliste, lui, s'il veut faire un reportage dans une entreprise, il est un peu suspendu au bon vouloir ou non de l'entreprise de lui ouvrir ses portes. Donc en fait, l'entreprise, la sphère privée, elle est toute puissante face aux journalistes, de mon point de vue. Ils décident ou non de nous ouvrir leurs portes. On ne peut pas rentrer par effraction dans une entreprise pour faire un reportage. Donc, dans la sphère privée, le contrôle, c'est la règle. Je vais vous donner des exemples à chaque fois pour vous expliquer comment ça se passe, notre métier de journaliste face à ce contrôle. Il y a quelques années, je travaillais, donc ça va être pas mal d'anecdotes. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est quand même un petit peu mon trajet de journaliste et ma vision du contrôle de l'information et de la liberté de la presse. Donc, il y a quelques années, je travaillais pour France 2, pour Complément d'Enquête, donc c'est un magazine d'investigation, et on décide de faire un reportage. Il y avait un gros plan social à Amiens,
C'est l'usine Goodyear, il y a à peu près 800 salariés qui étaient mis sur le carreau. Et donc, à l'époque, et aujourd'hui en France, quand une entreprise licencie, fait un plan social, ils ont une obligation qui s'appelle une obligation de reclassement. Ça veut dire, en gros, ils vont payer très cher un cabinet de reclassement qui est censé faire le job de Pôle emploi avant Pôle emploi. C'est-à-dire, on va pas mettre 800 personnes sur le carreau du jour au lendemain, on va essayer de leur retrouver un emploi avant que le résidu, ceux qu'on n'a pas réussi à reclasser, aillent chez Pôle emploi. Bon, nous, on se dit, super intéressant, on a envie d'aller voir Goodyear en leur disant, dites donc, racontez-nous un peu comment fonctionne ce plan de reclassement. Comment ça se passe? On fait une demande de presse, on appelle le service presse de Goodyear, on leur dit bonjour, je m'appelle Baptiste Desmontiers, je travaille pour Complément d'enquête. En général, ça commence un petit peu à bloquer. Et à ce moment-là, moi, je me dis, bon, c'est plutôt positif pour cette entreprise. Ils mettent des gens à la porte, certes, mais ils mettent en œuvre une obligation qui est légale, de reclasser les salariés. Très rapidement, je vais comprendre que ça ne va pas être possible. C'est pas possible, donc l'entreprise vous dit, écoutez, non, plan social, c'est pas possible. Bon. J'appelle l'entreprise qui s'occupe de faire le reclassement. C'est un gros cabinet de reclassement. Eux me disent pareil, ils me disent non. Bon, à ce moment-là, je ne peux pas faire grand-chose. Je pars avec mon caméraman, on va devant l'usine, on passe 1 ou 2 journées devant l'usine à discuter. Vous savez, classique, un plan social, il y a un piquet de greffe devant l'usine, on fait brûler des palettes. Et moi, mon travail de journaliste, c'est d'aller discuter avec les salariés. Donc, je discute avec les salariés et tout le monde me dit, mais attendez, c'est n'importe quoi cette histoire de reclassement, on nous propose absolument rien, c'est complètement bidon, etc. Bon, c'est un son de cloche. À ce moment-là, je me dis au bout de 2 jours, je vais continuer, je vais aller voir l'entreprise et je vais leur dire, écoutez, c'est pas très bon pour vous. Ils sont en train tous de critiquer votre stratégie en expliquant que vous ne mettez pas les moyens nécessaires pour les reclasser. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un petit coup de pression. C'est-à-dire, on leur dit, attendez, si vous ne répondez pas, il n'y aura qu'un son de cloche dans le reportage. C'est pas très bon pour vous, ouvrez-nous vos portes. Et là, ça marche. L'entreprise décide de m'ouvrir ses portes. Donc, première stratégie d'une boîte, elle vous bloque l'accès. Deuxième stratégie, elle vous ouvre la porte, mais attention, souvent, on vous ouvre la porte pour mieux vous contrôler. C'est ce que j'appelle là la stratégie du petit train à touristes. C'est-à-dire, pas de problème, venez, on va vous faire visiter, on va vous emmener, on va vous ouvrir les portes. Et en fin de compte, c'est comme quand vous prenez le petit train dans la ville touristique, vous restez dans le petit train, vous sortez pas pour visiter les monuments et on vous emmène un peu là où on veut. C'est exactement ce qui va se passer. Je vais visiter le fameux site de cabinet de reclassement. Il y a plein de portes fermées partout. Plein de gens qui travaillent derrière ces portes fermées, mais vous n'avez jamais accès à ce qui se passe derrière les portes. Et on vous dit, ah non, c'est pas possible, il y a des entretiens avec des salariés, des gens qui veulent les reclasser. Donc je leur dis, mais c'est génial, c'est exactement ce que je veux montrer. Non, mais c'est compliqué, etc. Donc voilà, donc en fin de compte, ça revient toujours au même stade. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire un public reportage. Je suis en train de faire exactement ce que l'entreprise a envie de me montrer. Je suis en train de montrer exactement son son de cloche. C'est pas très, très bon d'un point de vue journalistique de faire ça. Donc, à ce moment-là, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai des journalistes, des salariés qui me disent c'est n'importe quoi, ils font pas leur travail. De l'autre côté, on me montre ce qu'on a envie de me montrer. Je peux pas vraiment faire mon travail. J'ai les pieds et points liés par le contrôle qu'opère Goodyear. Alors, dans ce genre de situation, le journaliste peut pas faire grand-chose, malheureusement. C'est comme ça que ça se passe. On est obligé de recourir là à des méthodes qui sont parfois contestables. Les gens n'aiment pas ça. Mais c'est par exemple la caméra cachée. En l'occurrence, moi, je vais finir par donner une caméra à un salarié qui va se rendre à son entretien en lui disant « Je ne peux pas me contenter de ce que tu vas me dire en sortant de ton entretien. Je ne peux pas me contenter de ta parole avant, ta parole à la sortie. Je ne peux pas me contenter de la parole. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de vérifier. Donc, filme cet entretien et je vais bien voir ce qui se passe et derrière, je vais faire mon travail. » Ça m'a permis au final de faire mon travail. Effectivement, j'ai pu constater que ce qu'on leur demandait, c'était grosso modo de venir s'asseoir à une table, de refuser 2 formations pour signer un papier, partir à Pôle emploi avec leur chèque, etc. Donc voilà, ça c'est la parade du journaliste. Parfois, il est obligé d'avoir recours à des méthodes qui sont contestables par certains. Moi, je pense que la caméra cachée, elle est nécessaire parfois pour contourner ce contrôle de l'information, surtout quand vous êtes dans une entreprise. Il faut vraiment avoir ça en tête. L'entreprise, elle ouvre ou elle ferme sa porte. Si moi, je décide de pousser sa porte pour rentrer, je suis en infraction. Donc voilà, c'est assez rapide sur la sphère privée, mais vous avez bien compris que dans la sphère privée, le contrôle de l'information est tellement poussé que parfois, on n'a pas d'autre choix pour exercer notre métier que d'utiliser une caméra cachée ou d'avoir une source qui va nous donner des documents en interne. Mais encore une fois, on est dans le privé. Donc moi, de mon point de vue, c'est pas le plus gênant. En revanche, quand ce contrôle s'opère dans la sphère publique, dans le politique, ça devient pour moi un petit peu plus gênant. Et vous allez voir que chez les politiques, le contrôle de l'information, c'est le sport national. Donc, on va suivre le même schéma dans cette partie-là. On va parler du politique. C'est bon. On va essayer de comprendre comment
et pourquoi les politiques essayent de contrôler l'information qui circule sur eux, quelles sont leurs stratégies, comment nous, les journalistes, on fait pour faire notre travail, malgré tout. Et du coup, je vais un peu vous faire visiter, là encore un peu plus, l'arrière-boutique du journalisme. Vous allez voir comment nous, on travaille, comment le rapport de force s'installe avec les politiques pour finalement qu'on puisse faire notre travail et avoir l'idée qu'on ait une presse libre. Et je pense qu'on l'est. Donc, avant que je vous dise que les politiques essayent à tout prix de contrôler leur information, il faut quand même avoir en tête, et c'est toujours ce que je vous ai dit, on est dans un pays qui est une grande démocratie, c'est quand même très transparent en France. Il faut savoir que on a accès à énormément de données quand on est journaliste. Les agendas de la plupart des politiques et des ministres sont publics, c'est-à-dire que quand vous avez un ministre qui organise un déplacement, il est public, en tout cas ouvert à la presse, on a accès, on peut y aller, on peut le couvrir. Donc ça, c'est la base. Tous les matins, à la télévision, à la radio, vous avez des journalistes qui posent des questions à des politiques. Il n'y a pas de questions taboues en France. Pour moi, il n'y a pas de censure, on peut poser toutes les questions. Il y a un domaine sur lequel on ne peut pas aller, nous, journalistes, et c'est normal parce que c'est la sécurité nationale, c'est ce qu'on appelle le confidentiel défense, le fameux secret défense. C'est à peu près la seule question que vous ne pouvez pas poser. Mais sans ça, toutes les questions sont ouvertes et vous n'allez jamais finir en prison pour avoir posé une question en France. C'est important d'avoir ça en tête parce que, je vous en parlerai derrière, l'international, c'est pas pareil, et il y a beaucoup de pays qui nous entourent, et même pas forcément, je ne parle pas de la Corée du Nord, mais des pays dans lesquels vous allez librement en vacances, et dans lesquels la presse est absolument pas libre, et dans lesquels le travail de journaliste est beaucoup plus compliqué que celui qu'on fait en France. Je vous parlerai par exemple du Maroc, qui est un pays très sympa, qui est juste à côté de chez nous, on va passer nos vacances là-bas. Le travail de journaliste là-bas, il est beaucoup plus compliqué, et l'accès à l'information, il est beaucoup plus compliqué que celui que nous, on a en France. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Bon, maintenant que je vous ai expliqué, sur le papier, on avait pas mal de liberté, je vais vous expliquer aussi comment les politiques essayent parfois de nous balader. Au point de vue national, pourquoi est-ce qu'on contrôle quand on est politique et comment ils font pour contrôler? Je vous ai dit tout à l'heure, l'agenda des politiques, et la plupart du temps, il est public. Mais si demain, vous avez un ministre qui va visiter un EHPAD, en ce moment, EHPAD, Covid, il y a des chances qu'en visitant cet EHPAD, par exemple, il sache qu'il y a des syndicalistes qui sont un peu remontés, et donc potentiellement il visite cet EHPAD avec des journalistes derrière lui. Il sait qu'il va avoir affaire potentiellement à une séquence où il va se faire alpaguer par des gens qui vont pas être très contents, il va y avoir un échange, c'est pas très bon pour les politiques. La technique la plus basique, c'est de dire soit de dévoiler le déplacement au dernier moment, c'est-à-dire il est 8h15, vous envoyez le communiqué en disant on se déplace dans un EHPAD, ça se passe à Amiens et c'est dans 45 minutes, vous êtes à peu près sûr que la moitié des journalistes n'arriveront pas à s'organiser dans le temps imparti pour suivre le déplacement. L'autre astuce, c'est de dire, et c'est pour le coup pas contestable, c'est une condition de sécurité, on ne peut pas vous accueillir, ou alors il n'y a pas de place, on est dans un EHPAD, on est dans un hôpital, etc. On ne peut pas dire grand-chose. Ça, c'est une technique assez classique. C'est-à-dire, en gros, je suis transparent, je vous dis où je vais, mais je vous le dis le plus tard possible, comme ça, vous ne viendrez pas. C'est du contrôle. Mais parfois, vous allez voir que c'est beaucoup moins subtil de la part des politiques quand ils veulent contrôler leur information, quand ils veulent contrôler une séquence politique. Ils le font de manière beaucoup moins subtile. Le grand classique, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le ghosting, ce que vous faites sur les réseaux sociaux quand vous voulez pas voir quelqu'un, on le ghost. Bah, les politiques font la même chose. Ils font de la stratégie de l'évitement, ils font du ghosting. C'est très simple, je vais vous raconter une anecdote très claire. En gros, quand vous êtes journaliste, vous faites une demande d'interview, on laisse des mails, on laisse des SMS, on a plein de contacts, ils ne vous répondent pas. Ou alors on vous dit oui, ça va être bon, bientôt il y aura un déplacement, mais en fin de compte, ce déplacement, vous n'y avez jamais accès. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté. Vous ne pouvez pas vous organiser, ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté de la part du politique, mais bon, quand même, parfois on se demande, on se dit mais c'est pas possible, ça fait 3 fois que je lui demande de le suivre et à chaque fois, c'est pas possible pour ça, ou je suis prévenu trop tard. Nous, on est obligé de mettre en place des stratégies quand on est un peu ghosté par un politique dont on a absolument besoin de recueillir la parole ou à qui on a besoin de poser une question. Je l'ai vécu, mais des dizaines et des dizaines de fois. Je discutais encore avec des copains qui sont à complément d'enquête hier qui me racontaient que c'était encore ce qu'ils vivaient. Donc moi, justement, une anecdote, je travaillais à complément d'enquête, c'était il y a quelques années, 5-6 ans. Je faisais un reportage sur la fraude fiscale. Alors ça concernait à l'époque Karl Lagerfeld Chanel et ça concernait bien sûr de l'autre côté le ministre de l'économie de l'époque qui était Michel Sapin. J'avais une question hyper précise à poser au ministre. Je voulais savoir, en gros, quand on s'appelle Karl Lagerfeld et qu'on a un redressement fiscal, est-ce qu'on peut négocier avec l'État? Versus, vous, si vous avez un redressement fiscal, il y a assez peu de chances que vous puissiez négocier avec l'État. En disant, bon, je vous donne tout de suite 300 000, mais c'est un peu compliqué pour la suite. Je voulais juste poser cette question. C'est une question très légitime parce qu'il y a un principe en droit français qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, c'est 1789, mais on est tous égaux devant l'impôt. Donc, c'est une vraie question légitime. Et puis, ça concerne tous les Français puisqu'on parle de l'impôt. Donc, c'est ce qui va financer les routes, les écoles, les hôpitaux, etc.
Je les appelle, je décroche mon téléphone, j'appelle la communication du ministre, je leur explique l'angle de mon reportage, je leur dis que je travaille pour complément d'enquête. On a toujours ce petit moment qui bloque en général. Parce qu'ils savent que complément d'enquête, c'est le service public, qu'ils savent qu'on est des journalistes sérieux, qu'ils savent qu'on est des journalistes opiniâtres et qu'on ne vient pas les voir pour leur demander ce qu'ils mettent du sucre dans leur café. Donc, tout de suite, c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur le ministre, il est pas dispo. Alors, il faut savoir que quand nous, on fait une demande d'interview, on ne dit pas c'est pour demain matin. En général, on dit on a un mois devant nous. Hein, je vous donne un mois pour trouver un créneau. Bon. Un ministre, il a un agenda de ministre, c'est pas une expression qui veut rien dire, c'est-à-dire qu'il a pas le temps, il fait plein de choses, et puis il faut pas oublier que c'est pas son métier de répondre aux questions, c'est pas sa mission principale, sa mission c'est d'être le ministre, pour le coup, de l'économie et des finances, et donc c'est de faire tourner l'économie. Mais bon, il y a quand même une idée qu'on est dans un pays où la presse est libre et qu'on peut poser des questions aux politiques. Donc, je leur dis un mois, ils me disent pas le temps, je leur propose des solutions, c'est pas possible, c'est jamais possible, et là je rentre vraiment dans la phase, moi, où je me dis, ok, ils veulent nous éviter, ça les intéresse pas. Et c'est le moment où je me dis, ils contrôlent, ils veulent absolument pas m'avoir dans leurs pattes, donc je vais rentrer dans cette phase, comme dans les entreprises, le petit coup de pression. C'est-à-dire que j'appelle le cabinet du ministre, je leur dis, écoutez, voilà, notre question, elle est légitime, ce que je viens de vous expliquer, on parle de l'impôt, on est sur le service public, c'est une question qui concerne tous les Français. C'est dommage que vous ne trouviez pas un moment pour nous répondre, on a besoin de 15 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais m'accréditer sur un déplacement du ministre qui n'aura rien à voir. Je vais venir poser ma question et ça donne, vous savez, cette séquence que vous voyez souvent dans les reportages. Vous avez un journaliste qui court derrière un politique. Le journaliste, il ne fait pas ça pour le plaisir. Il fait ça parce qu'on veut pas lui répondre. Et donc, je dis au cabinet du ministre, je dis, écoutez, voilà, on va venir poser la question. C'est pas très bon pour mon reportage parce que ça va être sale. C'est pas très joli pour vous, ça va pas vous faire une belle séquence politique. Essayons de trouver un compromis. Ça marche pas toujours, mais là, boum. 3 jours plus tard, j'avais 30 minutes avec le ministre de l'économie dans son bureau à Bercy. Et on a pu faire notre travail, on a pu poser les questions, on a eu des réponses, c'était très intéressant, c'est pas le sujet de l'année, mais voilà. S'il n'y avait pas eu ce rapport de force qui s'était installé, si j'avais pas été, pas les menacer, mais leur dire voilà, on va en arriver là parce que vous êtes dans un contrôle excessif, laissez-nous vous poser cette question, trouvons un moyen de le faire proprement. Si on n'en était pas passé par là, il n'y aurait pas eu ce reportage. Il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, le ministre, certes, c'est pas sa priorité, mais c'est surtout qu'il a un plan communication et que son plan communication, enfin, c'est pas le ministre qui décide, hein, c'est ses chargés de com qui disent le ministre, il a un plan de com et aujourd'hui, complément d'enquête, France 2, la fraude fiscale, c'est pas dans notre plan de communication. Parfois, on vous répond oui tout de suite parce que ça correspond au tempo de communication de l'homme politique. Bon, en général, quand on fait de l'enquête, c'est jamais le bon tempo. Et moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, donc ça a souvent été beaucoup de portes fermées. Parfois, cette volonté de bloquer, elle est beaucoup plus violente, beaucoup plus sournoise, invisible, et elle est très compliquée à contourner. Toujours un complément d'enquête. Et c'était il y a 4 ans, à la rédaction, on est au retour de l'été, on est en septembre, et on fait une conférence de rédaction, et on s'intéresse à un ancien ministre, lui aussi venait de Bercy. Je ne fais pas de fixation sur les ministres des Finances, hein, de l'économie, mais c'est un ministre qui vient de quitter Bercy au milieu de l'été. Il a un projet de parti politique, il a un projet, on sent quand même que c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose. Ce ministre, vous le connaissez bien, il s'appelle Emmanuel Macron. Il est parti de Bercy au milieu de l'été, et à ce moment-là, je ne suis pas le seul, hein, il y a pas mal de gens qui se disent, tiens, il va tenter un truc, il va créer son parti, il a lancé un mouvement politique, c'est pas un parti. J'étais bien incapable de vous dire qu'il allait créer son parti quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard et qu'il allait remporter l'élection présidentielle, mais on est quand même plusieurs à se dire, tiens, il va faire quelque chose, et s'il n'est pas candidat, il va peser sur, il va apporter ses voix à l'un ou à l'autre, c'est intéressant, il y a un truc à faire. Et moi, je me dis, je commence à travailler, je me dis, tiens, Emmanuel Macron, faisons son portrait, mais faisons le portrait de ses spin doctors. Les spin doctors, c'est ceux qui vous chuchotent à l'oreille, c'est ceux qui ont le cerveau que vous n'avez pas disponible à ce moment-là, c'est tous les conseillers qui vous entourent. Et moi, je spot à l'époque une dizaine de conseillers assez intéressants, jeunes, tous la tête bien faite, la trentaine. Leur nom, vous les connaissez aujourd'hui, il s'appelle Julien de Normandie, il s'appelle Ismaël Emelien, il s'appelle Sibeth Ndiaye, il s'appelle Sylvain Faure. Moi, je veux faire le portrait de cette équipe-là, que personne ne connaît à l'époque, et on est en train de se dire, tiens, ces gens-là sont intéressants. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron, il n'est pas ministre, donc il n'a pas d'agenda public. Il n'a pas créé de parti. Et donc, en fait, je suis un peu comme si j'étais face à une entreprise privée. Il m'ouvre ses portes, je viens. Il m'ouvre pas ses portes, je viens pas. Donc, je fais ma première demande classique. J'appelle Sibeth Ndiaye, en l'occurrence, parce que c'est elle qui s'occupait, elle est porte-parole, je crois, de l'Élysée encore. C'est elle qui s'occupait de la communication d'Emmanuel Macron pendant la campagne, avec un autre homme qui s'appelle Sylvain Faure, qui est celui qui écrivait tous les discours d'Emmanuel Macron. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont dans l'arrière-boutique d'Emmanuel Macron, mais qui ont pesé beaucoup sur la campagne et sur la politique.
Donc voilà, j'ai pas de chance, je les appelle, je leur explique mon projet, je leur dis voilà, on a envie de faire ça. Bon, là, c'est du deal, hein. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse votre portrait? Nous, ça nous intéresse, il y a ça, etc. Bon, comment ça se passe? Vous imaginez bien, complément d'enquête, ils me regardent, ils me répondent, ils me disent ouais, écoute, je sais pas, il n'y a pas grand-chose à filmer, on va voir ce qu'on peut faire, mais bon, tu sais, il n'y a pas encore grand-chose à filmer, il n'y a pas de réunion, voilà, c'est pas encore leur tempo. Là, j'ai pas d'accès, je suis bloqué. Je suis bloqué et je peux rien faire en fin de compte parce qu'il n'y a pas d'agenda public. Et puis là, bon, petit coup de chance, il n'avait pas encore lancé son parti, il avait lancé une consultation avec des marcheurs qui étaient allés poser des questions aux Français. Et ils font une réunion à Montpellier, réunion qui n'est pas publique, mais qui est ouverte aux marcheurs et aux gens qui se sentent de venir voir un peu ce que c'est que ce nouveau mouvement politique. Ça se passe au Palais des Sports de Montpellier. Une réunion comme ça, en gros, imaginez-vous, c'est un peu comme ça. C'est un peu un espèce de meeting sans en être vraiment un. Il y a des gens qui viennent, qui s'assoient dans la salle. Sur la scène, il y a Emmanuel Macron, des marcheurs qui viennent parler, puis il y a toute l'équipe autour. Typiquement, le genre d'événement où la presse peut travailler très facilement. Moi, je peux arriver, je vais pouvoir filmer la mise en place, installation, les gens qui ont les t-shirts. Ça ne fait pas le sujet, mais ça fait une partie du reportage, ça fait de l'image. Et puis je me dis, je vais aller là-bas, je vais commencer à filmer ces gens, je vais commencer à aller les voir, Sylvain Faure, Ismaël Emelien, Sibeth Ndiaye, Julien de Normandie et Emmanuel Macron, je vais les avoir tous en face de moi, je vais aller les voir. J'arrive, vous imaginez bien que l'histoire ne serait pas intéressante si je vous disais ça s'est super bien passé. Ça ne se passe pas du tout comme j'avais prévu. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de prendre des vents. Ça fait partie de mon métier. Quand vous allez dans un meeting et que vous allez interroger des gens, ou si je viens faire un reportage sur votre école et que je vais à la sortie de l'école, je viens vous voir avec une caméra, vous n'avez pas forcément envie de répondre. Bon, moi, je vais trouver des gens pour me répondre, parmi les gens qui viennent assister à la réunion politique. Mais par contre, tous les gens qui sont habillés avec un t-shirt En Marche, tous les gens du staff, tous les gens de l'équipe, c'est pas qu'ils me parlent pas, c'est je sens qu'ils m'évitent. Et je sens même que quand j'arrive, je suis marqué au fer rouge. C'est-à-dire, ils savent qui je suis, ou en tout cas, ils savent. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, je suis pas parano, je me dis, ouais, ok, d'accord, il y a une consigne, c'est pas possible, c'est impossible que je puisse, à ce niveau-là, ne pas discuter même une seconde. Vous avez des volontaires, vous avez des bénévoles qui ont 20 ans. Ouais, moi, si je suis engagé dans un parti politique et que je suis venu pour distribuer des t-shirts ou quoi, je suis très content de dire un petit mot. Ah oui, je suis super content, c'est vachement bien. On espère qu'il va avoir un projet national ambitieux. Personne ne me parle. La soirée, elle se termine et comme on dit un peu chez nous, je suis complètement à poil, c'est-à-dire que j'ai 3 heures d'image et une vingtaine de minutes d'interview de gens qui rentrent dans un meeting. Vraiment pas de quoi faire un reportage. Dès que je vais voir tous les gens du parti, impossible, ce qui n'est pas encore un parti, impossible de parler. L'histoire, je vais comprendre quelques mois plus tard pourquoi c'était si compliqué. L'histoire, elle n'est pas finie, je vous la raconte en 2 temps. Mais quelques mois plus tard, j'ai compris pourquoi ça avait été si compliqué ce jour-là pour moi. Vous avez peut-être entendu parler des Macron Leaks. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, les Macron Leaks, c'est entre le premier tour et le deuxième tour de la présidentielle, il y a eu une attaque cyber menée contre le QG d'En Marche, qui entre-temps est devenu un parti politique avec un candidat qui est au second tour de la présidentielle. Il y a eu une attaque informatique et ils vont aspirer en gros 20 000 mails, des échanges pas très intéressants, pas de données stratégiques. On a réussi à montrer que c'était une attaque qui venait de hackers russes. On a un temps pensé que le Front National pouvait être derrière. Tout ça n'a jamais été prouvé. Il reste surtout que les messages qui sont aspirés n'ont pas grand intérêt. Moi, il y en a un qui va m'intéresser beaucoup de ces messages. Et comme j'ai des copains qui ont travaillé sur les Macron Leaks, un jour, j'ai un pote qui m'appelle, qui me dit « Non, mais tu vas te marrer, faut que je t'envoie un mail. File-moi ta boîte mail, je t'envoie un mail, etc. » Le mail est arrivé. Ce mail, il parlait de moi. Il avait été envoyé par Sylvain Faure, donc qui était vraiment le numéro 2 de la campagne d'Emmanuel Macron, et copie tous les classiques du parti. Je pourrais vous le lire, je pourrais vous le montrer même, c'est pas un problème. Il n'y a rien de méchant dans ce mail. Il n'y a rien de méchant, mais il y a juste marqué « Une équipe de complément d'enquête nous poursuit littéralement. Le journaliste s'appelle Baptiste Desmontiers. Merci de ne pas leur ouvrir de porte. » C'est-à-dire, en gros, à ce moment-là, moi je l'ai compris quelques mois plus tard, mais j'étais en fait ciblé par un contrôle. Ils avaient décidé qu'ils ne me parleraient pas. Ils avaient décidé que j'étais un danger. Ils étaient donc dans ce que moi je qualifie un contrôle de l'information total. Je ne pouvais pas trop dire grand-chose, mais bon, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour moi de le découvrir après, mais surtout ce reportage, ça a été un enfer. L'histoire, elle n'est pas terminée parce qu'entre-temps, effectivement, Macron devient candidat. À partir du moment où il devient candidat, ça change la donne pour moi. Ça change la donne parce qu'il est candidat, donc évidemment, forcément, il va y avoir beaucoup de demandes de presse. Ça devient plus compliqué de refuser au service public une interview ou un reportage sur un parti politique qui se lance en campagne. Ça devient un petit peu compliqué. Donc, je continue à être dans la négociation avec Sylvain Faure, Sibeth Ndiaye, etc.
Et finalement, je vais finir par avoir un accès. Mais vous allez voir que, comme dans le privé, parfois, on vous ouvre la porte, on joue la carte de la transparence, on est dans une démocratie, il y a la liberté de la presse, bien sûr, venez. Mais en fait, on vous ouvre la porte pour mieux vous contrôler. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, j'apprends qu'il y a un déplacement d'Emmanuel Macron à New York. Je décroche mon téléphone, je les appelle, j'en dis, écoutez les gars, il faut que je vienne. Ok, pas de problème, tu peux venir avec nous. On discute avec les équipes d'En Marche. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. On va passer 3 jours à New York, tu peux nous suivre, tu auras un accès, t'inquiète pas, tu pourras poser des questions, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est évident, vous emmenez une équipe de télé à New York, c'est pas juste pour qu'ils vous filment marcher dans la rue et qu'ils vous voient serrer des paluches à des gens. Évidemment que l'idée, c'est de faire un reportage, ils le savent, ils jouent le jeu. Je vais passer 3 jours à New York. Il faut avoir en tête que je travaille pour le service public. Donc le service public, c'est payé par la redevance, donc c'est de l'argent public. Je pars à New York 3 jours, c'est 2 billets d'avion parce que je suis avec un caméraman. Je dors à l'hôtel à Times Square parce que je choisis délibérément, et vous allez voir que ça a une importance dans la fin du reportage, je choisis le même hôtel qu'Emmanuel Macron et son équipe. J'ai eu beaucoup de chance de faire ce choix. Donc ça coûte beaucoup d'argent, ils le savent, je le sais. Pas question de partir à New York et de revenir avec 3 images et pas un sonore, c'est pas possible. On part à New York, il n'y a pas beaucoup de caméras sur le déplacement. Je me dis cool, ça se passe bien, je suis tranquille, sauf que, là encore, vous imaginez bien que je passe 3 jours à courir derrière Macron, 3 jours à courir derrière ses équipes, je n'ai accès à rien. C'est-à-dire en fait que je suis toujours à 3-4 mètres d'Emmanuel Macron. Dès qu'on tourne, il y a toujours une horde de conseillers, de gens, et puis à un moment donné, voilà, on n'est pas des voyous, je ne vais pas pousser tout le monde pour venir, j'attends ce moment, et on me dit oui, t'inquiète pas, ça va arriver, t'inquiète pas, ça va arriver, tu vas avoir un moment, tu vas avoir un accès, comme on appelle ça. Nous, on appelle ça un accès, c'est-à-dire pour faire un reportage, à un moment, il faut monter dans la voiture avec le politique, il faut avoir un moment avec lui pour lui poser des questions, ou alors avoir une interview posée. On ne peut pas travailler quand on fait du magazine à courir derrière ou à prendre que des sonores comme ce que vous voyez au journal télévisé avec une meute de journalistes. On ne peut pas faire ça, ils le savent, je le sais, je me dis je vais l'avoir mon accès. Mais ça se passe pas, j'ai rien et j'ai 3 jours à courir derrière le candidat sans pouvoir faire une interview, ça commence à être dur là. Là ça commence à être dur parce que je sors ça fait 2 mois en gros que je lui cours derrière, que j'ai rien et d'autant plus que ce déplacement il est extrêmement intéressant. Journalistiquement, il est très intéressant. Emmanuel Macron part pour la première fois à l'étranger en tant que candidat. Il va aux États-Unis, il va rencontrer des politiques, il va rencontrer des journalistes et il va lever de l'argent pour sa campagne. Voilà, il y a plein de thématiques très intéressantes quand on fait le portrait d'un candidat. Il y a plein d'éléments qui nous intéressent. Et je suis un peu amer parce que depuis le début, je vois que moi, je suis à 4 mètres et qu'il y a une caméra qui le suit partout, qui monte en voiture, qui descend de voiture, qui est dans les restaurants, qui est tout le temps avec lui. Cette caméra, c'est la caméra de TF1 qui faisait un reportage que vous avez peut-être vu, que moi j'ai vu, qui est un très très bon documentaire, qui a été diffusé le lendemain de la campagne. Et vous voyez Macron qui découpe son jambon, etc. Enfin, c'est un accès extrêmement privilégié. Ça, on connaît, en tant que journaliste, on a l'habitude, les politiques deal des accès avec telle ou telle rédaction, deal des accès avec tel ou tel journaliste. Voilà, cette bonne guerre, on le sait. Mais on essaye un peu d'en donner à tout le monde parce qu'on est dans une démocratie et surtout on essaye un peu d'en donner au service public, on essaye d'en donner à TF1, on essaye de donner un petit peu à M6, au Point, à Paris Match, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est fair play, je me dis ok, j'ai pas mon accès mais je vais l'avoir. Dernier jour, il est 6h du matin, je vous mens pas, hein, je vous cache pas que je dors pas très très bien depuis 3 jours, il y a le jet lag et puis je sens que j'ai rien. Je prends mon petit déj en me disant waouh, ça fait 3 jours que tu es à New York, tu suis le Macron, t'as rien, tu suis le candidat Emmanuel Macron, t'as rien, ton avion il est à 15h, il est 6h du mat, c'est mal barré. Donc moi je me dis déjà je rentre un peu la queue entre les jambes en me disant j'ai pas fait mon boulot, je vais me faire taper dessus par mon head chef, ce qui est logique, et puis je suis pas très très fier. Puis là il est 6h du matin, vous vous souvenez que j'ai pris le même hôtel qu'Emmanuel Macron. Donc je suis en train de prendre mon petit déjeuner et le hall du petit déjeuner, il est là, il y a une terrasse magnifique qui surplombe Times Square, qui est un endroit magnifique, il y a toutes les lumières de Times Square qui sont allumées, donc je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je vois ces lumières, c'est magnifique. Puis je me retourne et puis je vois un journaliste qui rentre, un photographe qui rentre dans le hall de l'hôtel. Je me dis tiens, je connais ce mec. Grosse valise, il rentre dans le hall de l'hôtel avec ses grosses valises, je me dis ça sent le shooting photo. Moi à ce moment-là, je me dis tiens, c'est marrant. Il y a une terrasse, il y a Times Square derrière, il y a Emmanuel Macron dans l'hôtel, il est 6h du matin, il n'y a pas un seul journaliste dans cet hôtel, et il y a ce journaliste photo que je connais qui débarque avec une grosse valise, une deuxième valise, je me dis tiens, ça sent le shooting photo. Mon réflexe à ce moment-là, ça a été, vous allez voir, et c'est ma stratégie à moi pour faire plier, mon réflexe, il a été d'appeler mon caméraman, mon JRI, comme on appelle ça, journaliste reporter d'image, mon JRI, qui est dans sa chambre, je le réveille, je lui dis vas-y, ramène-toi tout de suite, descends avec la caméra, tout de suite. Et le temps qu'ils descendent, ce que j'avais prévu se passe. Je vois Emmanuel Macron qui arrive, qui s'installe sur la terrasse. La scène est assez marrante. Sylvain Faure qui le maquille. Donc Sylvain Faure qui s'est jamais maquillé, qui est en train de maquiller le futur président. C'est assez marrant, mais bon,
Je souris et l'autre, et le journaliste, le collègue, confrère journaliste, photographe qui installe sa caméra, qui installe son appareil photo, etc., etc. Et nous, on décide de tourner cette scène. On décide de tourner cette scène, de la filmer, parce qu'à ce moment-là, je me dis, dans le portrait que je vais faire d'Emmanuel Macron, ce contrôle excessif de la communication devient un angle pour moi. C'est-à-dire que ça devient plus quelque chose que je dois simplement contourner, ça devient un élément de portrait. Je dis, c'est pas possible. Toutes les semaines, il est en une de Paris Match, il donne des interviews à tout le monde, mais moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Alors, je suis pas le plus mauvais journaliste de ma génération, je suis pas le meilleur non plus. Je travaille pour un média qui est plutôt qui a bonne presse, je travaille pour le service. Je dis, pourquoi c'est pas possible, quoi. Et donc, on va tourner cette scène. Je vais sortir avec un micro et je vais aller voir directement Emmanuel Macron et Sylvain Faure en leur disant, voilà, expliquez-moi, juste il y a un problème. Vous avez 20 minutes pour faire un shooting photo à Times Square. Ça fait 3 jours que je vous suis, il y a 2 mois que je vous demande des interviews. Nous, on n'a pas 10 minutes. Bon. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on tourne un aspect qui n'est pas très positif pour le candidat. On tourne ce côté contrôle de l'information. C'est pas très bon en communication politique de montrer qu'on est un contrôle freak de l'information. Donc lui, je le tourne, et lui, du coup, il perd le contrôle sur sa communication. Je ne sais pas si vous suivez. Il contrôle, je le tourne, il perd le contrôle sur sa communication. 2 heures après, j'avais 30 minutes d'interview avec Emmanuel Macron, face à face, dans le hall du New York Times. On a fait une interview très intéressante, on a parlé du financement, on a posé toutes les questions. Alors, c'est pas le sujet le plus incroyable de ma carrière, mais c'est l'un des sujets sur lesquels j'ai été le plus bloqué dans mon travail de journaliste. Et tout ça pour vous expliquer qu'en fin de compte, ce contrôle, il est permanent et qu'en tant que journaliste, même si on travaille dans un pays dans lequel la liberté de la presse est garantie, et j'insiste là-dessus, on est vraiment dans un pays où la presse a une liberté incroyable, on est constamment, ou en tout cas pas constamment, mais très souvent dans ce rapport de force avec les politiques. Si vous ne poussez pas un peu la porte, on ne vous ouvrira jamais la porte. Et c'est comme ça que ça se passe systématiquement. Il faut être opiniâtre. Alors, je fais un peu la pub de mon métier, mais quand vous voyez des reportages, vous dites que c'est pas mal quand même ce qu'il y a dedans. C'est parce que vous avez des gens derrière, comme moi, des journalistes qui se battent pour pousser les politiques dans leur retranchement et arriver à casser ce mur qu'ils mettent entre nous et la liberté de la presse, entre guillemets. Ils contrôlent, ils n'ont pas envie de vous laisser filmer, ils ne veulent pas vous laisser filmer, ils vous ghostent, ils vous ferment les portes, ou alors ils essayent de vous transporter. Vous imaginez bien que moi, je trouve que c'est ça qui rend le métier savoureux. Clairement, hein, je ne vais pas vous dire si c'était toujours facile, si c'était du public reportage, je ne ferais pas ce métier. C'est ça qui rend ce métier savoureux. Et quand je vous parle de journalisme, je vous parle vraiment de ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire, moi, je suis un reporter, je suis quelqu'un qui va en terrain, sur le terrain, je suis quelqu'un qui pose des questions. Il y a des journalistes qui sont des éditorialistes, il y a des journalistes qui travaillent, par exemple, un journaliste économiste ne travaille pas de la même manière qu'un journaliste comme moi qui faisait de l'investigation ou du reportage. Donc, c'est savoureux, ce rapport de force. C'est ça qui est excitant dans le métier. C'est excitant au niveau national, même si c'est un peu déroutant parfois. En revanche, au niveau international, excusez-moi, je vais faire une petite pause boisson. Ce qui est savoureux au niveau national, ça peut avoir un goût amer quand on travaille hors de nos frontières. J'ai travaillé à l'international, pour ceux qui suivaient Quotidien, j'ai travaillé à l'international à Quotidien, mais j'ai travaillé à l'international bien avant, quand je faisais des reportages pour Envoyé spécial et compléments d'enquête. Je travaillais déjà à l'international. Vous imaginez bien que si une entreprise elle veut contrôler les informations qui circulent à son sujet, si les politiques veulent contrôler les informations qui circulent à leur sujet, bon ben un État, c'est une évidence, il a envie de savoir ce qui se dit sur lui, il a envie de contrôler son information, les enjeux sont bien plus importants et stratégiques. Comment un État contrôle l'information qui circule sur lui, toujours du point de vue du journaliste. Il faut savoir, quand on est journaliste, on ne peut pas aller partout. Je ne vous parle pas uniquement de la Corée du Nord, hein, je vous parle de pays dans lesquels, ce que je vous disais tout à l'heure, dans lesquels vous allez en vacances très librement, dans lesquels moi je vais en vacances, le Maroc, mais dans lesquels c'est très compliqué quand vous êtes journaliste de pouvoir aller travailler. Ces pays-là demandent ce qu'on appelle un visa presse. C'est-à-dire que vous allez aux États-Unis, vous allez avoir un ESTA. Si vous allez travailler aux États-Unis, vous allez avoir un visa travail. Moi, pour travailler aux États-Unis, j'ai besoin d'un visa presse. Alors, ce n'est pas le bout du monde hein, d'obtenir un visa presse. On l'obtient en général assez facilement. Donne un panel de pays qui demandent un visa presse où j'ai travaillé, les USA, le Maroc, l'Égypte, la Chine, évidemment. Paradoxalement, pas de visa presse en Turquie, pas de visa presse au Mexique. Je peux vous donner des tonnes de pays qui sont loin d'être des grandes démocraties qui ne demandent pas de visa presse. Voilà. Donc il y a des pays qui demandent un visa presse. Moi, j'ai même obtenu un visa pour le Yémen. Donc c'est pour vous dire, ça m'a pris 3 mois, mais on peut aller quasiment partout en tant que journaliste. Mais quand vous avez un visa presse, ça ne veut pas dire que c'est open bar. Je vais vous l'expliquer après. Pour les États-Unis, par exemple, vous demandez un visa presse, vous l'avez. Moi, je l'ai obtenu pour 10 ans.
À chaque fois que je retourne aux États-Unis, on me demande pas pourquoi je viens, qui je vais interroger, etc. On me laisse rentrer, éventuellement aux douanes, on va me poser 2-3 questions, mais basta. En revanche, il y a des pays où c'est chaque demande presse nécessite un nouveau visa presse. Est-ce que ça fait de ce pays une dictature? C'est ce que je vous disais. De mon point de vue, non. Il y a des pays qui sont pas des démocraties et qui demandent des visas, et des pays qui sont des grandes démocraties qui demandent un visa presse. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on obtient un visa presse? C'est en général assez simple de travailler une fois que vous avez le visa presse, mais ça ne veut pas dire que le pays va vous laisser travailler comme vous voulez à l'intérieur de ses frontières. Parfois, on va vous fliquer, en quelque sorte. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, si je pense que ça m'est arrivé personnellement, mais je pense que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais j'ai un copain, par exemple, là, qui vient de faire un sujet, et on en parlait avec la directrice de votre campus, qui a fait un sujet en Chine sur le contrôle, la notation des Chinois, des citoyens chinois. Lui, il a obtenu un visa pour aller en Chine. C'est hyper compliqué d'obtenir un visa presse pour aller en Chine continentale. Hong Kong, moi j'y suis allé, pas de visa presse. La Chine continentale, très très compliqué. Bon, bah lui, il a réussi à obtenir un visa. Il a passé plusieurs semaines en Chine à tourner, et je pense que pas une minute de son reportage, il n'a pas été suivi par des policiers, par des services de renseignement, etc. Donc on vous laisse rentrer, mais on vous contrôle. Alors ça ne veut pas dire qu'on l'empêche de poser des questions. Ça veut dire simplement que quand vous allez interviewer des gens en Chine, moi derrière je prends l'avion, je rentre chez moi, je fais mon reportage. Ces gens-là, s'ils portent une parole qui est potentiellement politiquement dangereuse pour eux, je fais quoi? Je les anonymise. C'est-à-dire que je vais les rencontrer. Enfin, vous voyez ça, hein, c'est le mec qui est filmé de dos, c'est le visage flouté. Enfin, il y a plein de manières d'anonymiser. Pardon. Mais quand vous êtes suivi dans la réalisation de votre reportage par des services de renseignement qui vont derrière aller voir les gens que vous êtes allé interviewer, ça complique considérablement votre travail. La Chine vous délivre un visa, ils vous disent pas on vous interdit de faire ça, on vous interdit de faire ça, mais ils vous mettent quelqu'un derrière, quelqu'un devant, quelqu'un sur le côté, et systématiquement, les gens que vous allez aller voir vont derrière recevoir la visite d'un officiel, et dans un pays comme la Chine, on n'a pas super envie d'avoir les services de renseignement qui toquent à la porte pour vous demander ce que vous disiez aux journalistes français qui étaient là. Donc voilà, parfois, les États contrôle, alors là c'était peut-être des données stratégiques pour la Chine, hein, je ne sais pas, c'est pas mon reportage, et c'est une anecdote qui m'a raconté que j'ai trouvé très intéressante. J'ai un copain qui a fait ça pour Cache Investigation, ils ont même filmé les officiels qui les suivaient. Enfin, je veux dire, parfois c'est aberrant. Parfois, vous avez des pays qui vous délivrent un visa et qui vont malgré tout essayer de contrôler l'information de manière, moi je trouve totalement ridicule. Je vous raconte une anecdote. Pour Quotidien, je suis parti couvrir le mondial de foot en Russie. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, pour ceux qui... J'ai pas vu la finale, j'y étais pas. J'étais déjà rentré, pas de bol. Et moi, surtout pour les fans de foot, hein, j'ai pas trop couvert le foot. Moi, c'était mon pote Asdin qui faisait le foot. Moi, j'étais plutôt, tiens, tu vas faire les sujets un peu compliqués, un peu relous sur la Russie. Donc, je faisais tous les à côté du foot. Ça me va très bien parce que je suis pas fan de foot. Un jour, on part faire un reportage dans la ville de Samara. Alors Samara, vous n'en avez pas forcément entendu parler parce que c'était pas une ville haute pour l'équipe de France, mais il y a eu quelques matchs là-bas. C'est une grosse ville, l'une des 10 plus grandes villes russes, et comme toutes les villes russes, elle a fait peau neuve pour le mondial, elle est jolie, etc. Mais quand on travaille, on enquête, on passe des coups de téléphone, et il y a quelqu'un qui me dit, ouais, tu devrais aller jeter un coup d'œil à Samara, c'est drôle, c'est du cache-misère. Bon. Je vous en dis pas plus, on va là-bas, on fait les 1000 km depuis Moscou, on arrive, on décide de faire un reportage. Donc vous avez le centre-ville de Samara, ville flambant neuve, superbe, etc. Il y a quelques kilomètres pour aller au stade. Tous les fans de foot sont emmenés en bus, il y a des bus, donc ça ne veut pas dire qu'on veut les empêcher de voir à quoi ressemblent les faubourgs de la ville, mais en tout cas, voilà, vous sortez de la ville, vous prenez un bus et vous arrivez à 800 ou 900 mètres du stade. Et ensuite, les quelques 800 mètres ou le dernier kilomètre qui reste pour marcher jusqu'au stade, donc nous on fait notre reportage dans cette ville, il y a des superbes palissades de 3 mètres de haut avec des logos du mondial, etc. C'est magnifique. Bon, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir que derrière ces palissades, elles ne sont pas juste là pour guider les fans de foot, elles sont là pour cacher une autre réalité que celle que la Russie a envie de nous montrer. Évidemment, palissade, moi mon réflexe c'est d'aller derrière, voilà, c'est comme ça qu'on travaille, je me dis qu'est-ce que ça cache. On va galérer pendant des heures et des heures à pouvoir passer derrière ces palissades pour aller rencontrer les Russes qui habitent derrière.
on a un traducteur hein, dans ces moments-là qui nous aide à discuter avec les gens. Non seulement c'est difficile, mais là aussi, je vais être systématiquement, pendant cette période-là, suivi par des policiers qui voient qu'il y a un journaliste en fait qui sort des clous. Qui est en train de filmer le mondial, mais qui filme pas le mondial. Je suis pas en train de faire des plans je sais plus si c'était la Croatie ou quoi. Je suis pas en train de faire des plans de footballeurs, des plans de fans. Je suis en train de filmer derrière. Et c'est dans la culture. Ils se disent tiens, c'est pas normal. Donc en fin de compte, les gens avec qui j'ai discuté vont être un peu impressionnés parce qu'ils voient qu'il y a des policiers derrière. Moi, je me rends compte que ça va leur occasionner des soucis. Mais voilà, si vous voulez, moi, je trouve que c'est un niveau de contrôle qui devient, c'est pour vous montrer que parfois les États contrôlent même des toutes petites choses, c'est un niveau de contrôle qui est aberrant. On a fini par le faire, ce sujet. Hein. Les gens qui étaient derrière les palissades, ils nous ont expliqué les jours de match, ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, que non seulement ils voyaient le mondial passer, mais qu'ils ne bénéficiaient pas du mondial, que non seulement on n'avait pas rénové leur habitat, mais qu'on leur avait dit, bah, les gars, c'est mignon, mais pendant un mois, boum, palissade de 3 mètres devant chez vous, tu vois plus le soleil, tu peux pas chercher ton pain. Bon, c'est pas l'image qui va ébranler la Russie, on est d'accord, mais il faut avoir en tête que pour un État qui accueille le mondial, le mondial, c'est ce qu'on appelle du soft power. C'est comme les Jeux Olympiques, c'est une manière de rayonner, c'est de la diplomatie par le sport. On rayonne, on donne une image au monde entier d'un pays moderne, d'un pays combatif, d'un pays. Donc voilà. Donc c'est pas l'image que la Russie a envie qu'on donne au monde entier, celle d'un pays qui cache la misère derrière des palissades. C'est pas des gros enjeux. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Hein, on va pas faire trembler la Russie avec un reportage comme ça, mais ça vous montre à quel point, quand même on vous donne un visa, on va vous contrôler et on va faire en sorte que l'information que vous allez délivrer aille le plus possible dans le sens qui est celui qui intéresse l'État dans lequel vous travaillez. Bam, bam, bam. Alors, la question à 2 000 €, comment est-ce qu'on fait pour travailler quand on n'a pas de visa presse? Et ça peut arriver. Et ça peut arriver qu'un journaliste n'obtienne pas un visa presse pour aller travailler dans un pays. C'est pas l'idéal, mais ça arrive. Il faut savoir que si on se limitait aux autorisations de tournage, si on se limitait aux pays qui nous donnent un visa ou au visa presse pour aller dans les pays, il y a énormément de sujets internationaux dont vous n'entendriez jamais parler. En ce moment, il y a une guerre au Haut-Karabakh, on ne donne pas de visa presse, c'est très compliqué de la couvrir. Le Yémen, il y a une guerre, il y a une famine. Moi, j'ai eu la chance d'obtenir un visa. J'ai décidé de ne pas y aller parce que je sortais d'une histoire un peu compliquée et que c'est quand même l'un des pays les plus dangereux au monde. Donc c'est compliqué, hein. Mais on n'en entend pas parler s'il n'y a pas des journalistes qui transgressent l'interdit qu'a mis l'État, c'est-à-dire ils ne veulent pas que vous veniez, vous y allez quand même, sinon on n'en parlera pas. Ça fait partie, pas de notre mission, parce que je suis missionné par personne, mais ça fait partie de l'idéal qu'on se fait de notre métier. Tous les jours dans le monde, il y a des journalistes qui vont, des journalistes français en ce moment, qui sont en train de travailler dans des pays un peu de manière clandestine pour faire leur travail. Et ça fait pas d'eux des têtes brûlées, ça fait pas d'eux des trompes-la-mort, ça fait pas d'eux des gens qui ont absolument envie de vivre avec la vie avec adrénaline. Ça fait d'eux des gens juste qui se disent mon boulot c'est d'informer. Et là il y a une situation et il faut que j'y aille. Donc si on peut éviter de transgresser cet interdit, si on peut faire travailler un journaliste local pour faire une interview, par exemple. Si dans votre reportage, vous avez juste besoin d'une interview de quelqu'un, vous avez un contact, un journaliste local, est-ce que tu peux aller te filmer, tourner, et puis tu vas m'envoyer les images d'une manière ou d'une autre avec un FTP? C'est toujours possible. Mais mon travail à moi, c'est quand même un travail de reporter. Le reporter, il rapporte. Donc moi, mon boulot, c'est d'aller sur place, de voir, d'écouter et de revenir et de rapporter. Donc, si je peux y aller, c'est mieux. Et donc, parfois, on se dit, on va y aller. On va y aller quand même, ça m'est arrivé pas mal de fois. On décide de prendre ce risque. On mesure toujours risque, avantage, conséquence. Hein. Ça veut dire qu'on sait que potentiellement, si on se fait attraper, on va avoir des problèmes. On se dit, tiens, je risque ça. Est-ce que je vais pouvoir travailler surtout sur place? Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans le pays, si vous ne pouvez pas travailler, ça ne sert à rien d'y aller. Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais pouvoir aller filmer, etc. OK, il y a quelque chose à faire. Il y a un reportage. On y va. Quels sont les risques? Est-ce que je pèse le pour et le contre? J'y vais pas. La plupart du temps, si vous vous faites attraper, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est boum, une main devant, une main derrière, vous êtes mis dans un avion et on vous expulse du pays. Parfois, ça se passe un petit peu moins bien. Vous allez voir. Il y a plein de fois pour moi où ça s'est très très bien passé. J'ai travaillé sans visa, je me suis pas fait attraper. Peut-être qu'ils l'ont vu, ils s'en fichaient. J'ai travaillé en Égypte, j'ai travaillé au Kenya, j'ai travaillé au Burkina Faso sans visa presse. Burkina Faso, je ne sais plus s'il fallait, mais à chaque fois, c'était sur des thématiques un peu compliquées. C'était sur le terrorisme. Et en général, c'est pas
c'est rarement un axe de communication pour un État de vous dire tiens, pas de problème, je vous donne un visa presse, venez parler des cellules terroristes qui sont en train de proliférer dans le nord du pays. C'est rarement un axe de communication. Moi, au Kenya, je faisais des reportages sur les plages de Mombasa, c'est un endroit magnifique, c'est les plus belles plages du monde. Et à 25 km, il y avait les Shebabs somaliens, c'est l'équivalent d'Al-Qaïda là-bas. C'est pas des gentils. Si vous dites, je viens faire un sujet sur est-ce que les touristes peuvent retourner au Kenya, on vous donnera pas votre visa presse. Donc, mais il y a plein de fois où j'y suis allé, notamment au Kenya, ça s'est très bien passé, j'ai fait mon reportage, je suis rentré. Et puis il y a 2 fois où ça s'est un peu moins bien passé pour moi. La première fois où j'ai décidé quand même d'aller faire ce sujet, c'était au Maroc il y a 4 ans. Et je vais vous montrer en fait, c'est pas juste pour vous raconter mes petits faits d'armes de journaliste, mais je vais vous raconter en fait à travers ces 2 anecdotes que l'État il contrôle à l'entrée. Si vous arrivez à passer entre les mailles du filet, il peut se contenter de vous mettre dehors, ou il peut aussi organiser une communication autour de votre arrestation. Et il peut être encore là dans un espèce de contrôle, c'est-à-dire je contrôle, je perds la main, mais je reprends le contrôle en communiquant et en expliquant que vous êtes venu pour ci, pour ça ou pour ça. Je vais vous raconter. Il y a 4 ans, je faisais le portrait, moi, complément d'enquête de 2 frères bien connus, c'est les frères Abdeslam. On était après le Bataclan, Salah Abdeslam et Brahim Abdeslam. Salah Abdeslam, c'est celui que vous connaissez, il est en prison, c'est le chauffeur. Enfin, c'est le chauffeur. Et Brahim Abdeslam, lui, il s'est fait exploser dans un bar à Paris. On faisait le portrait de ces 2 frères et on ne comprenait pas trop qui ils étaient. Salah Abdeslam était encore en cavale. On entendait dire c'est des djihadistes radicaux, et puis en même temps, les infos qu'on avait, c'est qu'ils fumaient du shit, qu'ils buvaient de l'alcool, qu'ils avaient recours à la prostitution. Nous, à ce moment-là, on n'est pas là pour dire c'est des gentils, c'est des méchants. On est en train de se dire qui sont ces gens, quoi. Qui sont ces gens qui, a priori, ont une attitude qui est à l'opposé des actes qu'ils ont faits. Donc, on décide d'enquêter sur ces gens-là. On va tourner évidemment à Molenbeek en Belgique, on va tourner un petit peu partout. La Belgique, il n'y a pas de problème, hein, vous n'avez pas besoin de visa presse. Et moi, j'ai une info qui me revient du Maroc. Parce que les frères Abdeslam, ils ont été longtemps présentés comme d'origine algérienne. En fait, ils sont d'origine algérienne, marocaine, belge et française. Et moi, j'apprends qu'il y a la famille Abdeslam qui a une maison de famille dans le nord du Maroc, près de Nador. Donc, c'est près de la frontière algérienne. C'est sur la côte Caraïbe. Trop voyagé, la côte méditerranéenne, pardon. Et donc, je me dis, tiens, c'est intéressant, j'ai envie d'aller voir la famille de ces bons hommes pour savoir un petit peu, parce que les infos qu'on a, c'est qu'ils vont là-bas tous les étés. Ils vont là-bas tous les étés, et moi, j'ai envie de savoir un petit peu ce que pense la famille des 2 cousins, quoi. Est-ce que ils sont, comment ils sont l'été, quoi? Est-ce qu'ils font la prière? Est-ce qu'ils font la fête? C'est des éléments de portrait pour nous, c'est des éléments intéressants à ce moment-là. On ne sait pas qui sont ces bons hommes. Il y en a un qui est mort et l'autre qui est en cavale. Et j'ai un contact avec un cousin, par une personne, par une source en local, etc. Je me dis, cool, je vais pouvoir aller voir la maison des Abdeslam, je vais pouvoir aller faire mon interview. On prend beaucoup de précautions quand on y va. Alors, rentrer au Maroc sans visa presse, c'est pas le bout du monde, hein. Je suis pas en train de vous faire un tuto pour aller dans un pays, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le bout du monde. Le Maroc, il y a 5, 6, 7 aéroports internationaux, peut-être même plus. Moi, je rentre, on a une toute petite caméra caméscope de touristes. Bon, personne ne me demande rien à l'aéroport. Je rentre, on a plusieurs téléphones, on est en contact, on a plusieurs téléphones parce que c'est quand même un pays qui est très, très, très surveillé. J'espère que ça ne sera jamais trop diffusé au Maroc parce que je pense que j'y refouterai plus les pieds. Mais voilà, c'est un pays, c'est vraiment le pays aux grandes oreilles, tout le monde est contrôlé là-bas. Et même si on a l'impression que c'est un pays plutôt sympa, plutôt facile d'accès, c'est un pays qui est extrêmement contrôlé. Donc nous, on sait que ça va être compliqué, on sait qu'on va être peut-être suivi, on sait qu'on va peut-être être écouté, etc. Ou en tout cas que la personne qu'on va voir est probablement écoutée. Il faut savoir qu'Abdeslam, il est encore en cavale, donc c'est pas complètement impossible qu'il y ait des policiers autour de la maison en train de se dire si jamais il ressort ici, il faut l'attraper. Donc c'est pas complètement idiot non plus que tout le monde soit sous surveillance. On va prendre des précautions pour se cacher. On va rencontrer un de ces cousins-là et on va décider d'aller faire une interview dans une bergerie, dans la forêt. On a 40 minutes de route sur des chemins de terre. On est au milieu de nulle part. Personne ne nous a vu arriver là. On est 2. On est en train de faire notre interview avec le cousin de Salah Abdeslam et de Brahim Abdeslam qui nous racontent des choses intéressantes ou pas, peu importe. Boum, au milieu de nulle part, vous avez la gendarmerie, la police, les services de renseignement, tout le monde a débarqué. Tout le monde a débarqué parce que, en fin de compte, oui, il était probablement sur écoute. On avait dû faire une imprudence, on avait dû à un moment ou à un autre parler ou échanger un numéro de téléphone, échanger un contact, etc. On s'est fait attraper. C'est le jeu. C'est le jeu. Vous allez dans un pays pour faire votre travail, vous vous faites attraper, c'est le jeu. C'est pas le bout du monde, hein. Comme je vous l'ai dit souvent, c'est hop, tu sors. Là, je vais avoir 3 heures d'interrogatoire. Le soir, alors on me prend mes images, évidemment.
On me prend mes images, on me confisque mon matériel. Mais 3 heures après mon interrogatoire, on me rend mon téléphone. On m'accompagne dans mon hôtel et on me dit demain matin, avion à Tanger et on m'escorte. Voilà, c'est tout. J'ai un policier devant la porte, j'ai un policier en bas, j'ai enfreint les règles d'un État, je suis rentré dans cet État sans autorisation. C'est de bonne guerre. Et ça s'arrête là. J'ai que mes yeux pour pleurer, je n'ai pas fait mon reportage, mais voilà, ils ont été sympas avec moi et je suis reparti. Parfois, c'est ce que je vous disais, une arrestation peut être aussi un support de communication. C'est-à-dire que l'État contrôle son information à l'entrée, il essaye d'éviter de vous faire rentrer, vous enfreignez les lois, vous rentrez, vous faites arrêter, et ça devient un support de communication. Ça m'est arrivé au Venezuela, ça m'est arrivé il y a 2 ans, je me suis rendu pour Quotidien à l'époque, le contexte il était différent, hein. On ne parlait pas juste de terrorisme dans un État. Je suis allé un peu vite là-dessus, je ne vous en ai pas parlé, mais pourquoi est-ce que le Maroc n'a pas envie que Baptiste Desmontiers vienne faire un reportage pour complément d'enquête sur les liens présumés de Salah Abdeslam, terroriste, et le Maroc? La raison, elle est hyper simple. Le Maroc travaille beaucoup sur le tourisme. Ce n'est pas une image qui est très intéressante pour eux. Ils n'ont pas très envie qu'on les aide. Ils n'ont pas envie qu'on aille parler de terrorisme au Maroc. Et ils sont très, très forts pour ne pas en parler. Donc voilà. Au Venezuela, le contexte, il est différent. On est en plein coup d'État. Vous avez d'un côté Nicolas Maduro, qui est un président en place depuis pas mal de temps, qui a été élu. Il est en place, il a été élu dans des conditions qui, de mon point de vue, c'est pas un exemple de démocratie, mais il a été élu. Et de l'autre côté, vous avez un homme qui s'appelle Juan Guaido, qui conteste la légitimité de Maduro, qui semble avoir avec lui une partie du peuple, mais qui a, faut pas se leurrer, hein, qui a été mis en place par les États-Unis et l'Europe pour des raisons, pour plein de raisons très logiques dans lesquelles je rentrerai pas, mais vous pouvez imaginer le Venezuela. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on a envie à un moment d'arrêter, et puis d'arrêter le pouvoir de Nicolas Maduro. Et il ne faut pas perdre de vue quand même que le pays va très, très, très mal. Au moment où on décide d'y aller, au moment où il y a des manifestations, au moment où il y a ce coup d'État qui est en train d'être organisé par Juan Guaido, vous avez 10% de la population du pays qui a quitté le pays dans les 10 derniers mois. C'est quand même pas un signe de bonne santé démocratique. Quand vous avez 10% de votre pays, de votre population qui s'en va et qui part en Colombie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des images de milliers de personnes, de milliers de Vénézuéliens qui essayaient de rentrer au Pérou, en Colombie, partout. Les gens se barraient parce que la situation est dramatique sur place. Nous, on se dit, on a envie d'y aller. Il y a des manifestations prévues quelques jours plus tard à Caracas. On attend des millions de personnes dans la rue, il se passe quelque chose, et à ce moment-là, le Venezuela délivre des visas presse. Mais alors, le Venezuela délivre des visas presse au compte-gouttes. Quand vous êtes Quotidien, vous n'arrivez pas en premier de la liste. Quand vous êtes Quotidien, vous arrivez derrière. S'ils vont donner un visa, ils vont probablement d'abord le donner peut-être à une grande télé française, peut-être à BFM TV, et encore BFM TV, ils ont eu leur visa 15 jours après qu'on y soit allé. Vous n'êtes pas les premiers sur la liste, et surtout là, il se passe quelque chose ce week-end. Là, c'est mon point de vue de journaliste, il faut y aller. Il faut y aller, il y a une actualité à tourner, il y a des gens qui sont en train de crever la faim, crever la dalle, et je vous raconterai après rapidement un peu les conditions de vie au Venezuela, mais c'est quand même pas la fête. De mon point de vue, il faut y aller, le pays est à l'agonie. Il faut imaginer un pays dans lequel vous ne trouvez pas d'aspirine. Il faut imaginer un pays dans lequel on fait la queue pour manger le matin. Pour manger. C'est un peu comme les images que vous avez vues de la Seconde Guerre mondiale, où vous aviez des tickets de rationnement. Le Venezuela, c'est ça. Vous mourrez d'une gastro-entérite. Il n'y a pas d'argent dans les distributeurs. Donc il y a une situation à raconter pour le journaliste que je suis, et il y a un gros mouvement démocratique ou pas, enfin il y a un mouvement en tout cas, on a envie de le couvrir. On décide d'y aller. Alors il y a un côté un peu excitant, je ne vais pas vous mentir, il y a un côté un peu excitant dans cette partie-là parce qu'on joue et c'est le côté un peu excitant, mais on joue en ayant bien en tête que ça peut très mal se passer. On joue, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, on va se faire ce qu'on appelle une légende pour rentrer, pour contourner le contrôle de cet État qui a priori n'a pas du tout envie que vous veniez montrer que son pays, que sa population crève la faim, qu'il n'y a pas de pharmacie, qu'il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies, qu'il y a des millions de personnes dans les rues. J'ai perdu le fil. Je ne sais pas quand j'ai perdu le fil. Oui, enfin voilà. Donc il y a un sujet à traiter. Si ce pays contrôle cette information et que vous rentrez, bon, il va falloir rentrer, il va falloir être carré pour rentrer. Donc ça veut dire qu'on part avec un guide du voyage, on part avec pas le masque tuba, on part avec des fausses réservations d'hôtels sur la côte, on part avec ce qu'on appelle une légende. Une légende parce que dès l'aéroport, c'est pas comme ce qui s'est passé au Maroc. Dès l'aéroport, on vous questionne, on fouille votre sac. Donc nous, on a du matériel qui est caché. On va tourner, c'est la chance qu'on a aujourd'hui, on peut tourner avec des iPhones, on a des logiciels qui sont cachés sur nos iPhones pour envoyer nos images, on a un micro caché, là où vous pouvez imaginer qu'on cache un micro quand on a, c'est pas gros un micro, quand on a envie de le cacher.
Vous passez 20 minutes à vous faire questionner à la douane, on rentre dans le pays, et puis ben, la fin de l'histoire, vous la connaissez peut-être, je me suis fait attraper. Je me suis fait attraper assez rapidement, mais je vous dis encore, hein, je ne regrette pas d'y aller, parce que s'il n'y avait pas les médias étrangers, personne n'aurait su ce qui se passait au Venezuela. La situation aujourd'hui, elle est équivalente à celle qu'elle était il y a un an, elle n'a pas changé. Mais bon, voilà, on a pu faire notre boulot, on a pu expliquer comment ça se passait. Donc, on va se faire arrêter. On va se faire arrêter et c'est pas le Maroc. C'est-à-dire que là, on m'arrête, 3 heures après, j'ai pas récupéré mon téléphone. Là, je vais être arrêté, on va être détenu pendant à peu près 4 jours, on va disparaître totalement des écrans radars. Pas le droit d'appeler l'ambassade, pas le droit d'appeler un avocat, pas le droit d'appeler ma mère, pas le droit d'appeler personne, pas de coup de téléphone, rien. On est baladé de cellule en cellule, d'endroits où on est détenu, endroits où on est détenu, on ne sait pas où on est détenu, dans des parkings, dans des commissariats, on ne sait pas vraiment si c'est des commissariats, on va découvrir tout ça un petit peu en sortant. C'est pas pour vous raconter le côté waouh, c'était difficile. C'est pour vous expliquer que une fois qu'on a été libéré, à l'époque, il faut savoir, hein, il y a une dizaine de journalistes qui ont été arrêtés le même jour que nous, des Espagnols et des Colombiens et nous. Donc on était 2, Pierre Caillé et moi, pour Quotidien. On vous relâche au bout de 3-4 jours. De mon point de vue, on a été un outil de pression politique. Il faut savoir que juste avant de se faire arrêter, l'Union européenne, je crois que c'était Juncker à l'époque, avait reconnu par un communiqué la légitimité de Guaido, c'est-à-dire, voilà, il faut organiser des élections. Et Macron était attendu dans les 48 heures pour faire un laïus sur la légitimité de Juan Guaido. Nous, on se fait attraper dans ce temps-là. Très probablement, j'ai aucune preuve là-dessus, on a été un peu un outil de pression. Il y a plusieurs choses. Quand vous décidez d'arrêter des journalistes, que vous décidez d'arrêter une quinzaine de journalistes en 24 heures, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, peut-être, on a été un outil de pression politique, donc un outil de contrôle. Et ensuite, vous envoyez un gros message à tous les journalistes parce que quand vous avez un copain qui disparaît 4 jours, moi, ça s'est bien passé, mais je pense que j'avais pas mal de potes qui étaient assez inquiets. Vous envoyez un gros message à tout le monde, c'est-à-dire, OK, vous voulez jouer chez nous? Ça va pas bien se passer, les copains, si vous venez ici. Donc, vous envoyez un gros message aux journalistes qui pourraient tenter de venir sans visa presse, vous leur dites, restez chez vous, ça va pas bien se passer. Et enfin, et ça, c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a toute une communication qui a été, un contrôle de l'information qui a été organisé par Nicolas Maduro, par le Venezuela, autour des arrestations, et pas que de mon arrestation, moi j'étais personne, mais il y a eu des journalistes espagnols et colombiens. Quelques jours plus tard, Nicolas Maduro, qui n'est pas quelqu'un qui donne des interviews tous les 4 matins, donne une interview à La Sexta. La Sexta, c'est une grande chaîne espagnole, et il donne une interview à l'équivalent de Pujadas local, et le journaliste commence en posant cette question, en disant « J'ai de la chance de retrouver face à vous, il y a des journalistes qui sont emprisonnés dans votre pays, etc. » Nicolas Maduro va avoir une réponse très simple, il va expliquer « Non, non, pas du tout, chez nous, on fait juste des contrôles d'identité. » Donc, si vous voulez, il y a une information qu'ils veulent contrôler, c'est comment ça se passe dans mon pays. Il y a des journalistes qui décident, donc ils empêchent de journalistes de rentrer, des journalistes qui décident de rentrer, vous les arrêtez, vous les traitez pas super bien. Nous, on a été accusés de plein de choses qui étaient fausses. On a été accusés d'être des espions, on a été accusés d'être à la solde de Guaido, on a été accusés de travailler pour le gouvernement français, plein de choses. Et enfin, derrière, vous reprenez la main sur la communication politique, vous reprenez le contrôle sur l'information qui circule, et derrière, pour des milliers ou des millions de personnes qui ont vu l'interview de Maduro, il y a des milliers de personnes qui ont dû se dire « Ah bah oui, c'est vrai, en fait, il a juste fait des contrôles. » C'était pas un contrôle d'identité. Un contrôle d'identité, je pourrais sortir 4 heures plus tard et passer dans l'avion. On a été détenus, on a été menottés, on a été maltraités, on a eu des pressions psychologiques, etc. Ça, hein, je m'en suis très bien sorti. Mais voilà, ce que je vous expliquais, c'est que le contrôle de l'information, attendez, hop, tac, c'est quoi? Oui, voilà. Ce que je vous expliquais, pardon, c'est que quand on travaille en tant que journaliste, et c'est particulièrement valable, et qu'on veut faire notre métier, on est obligé, parfois, de s'affranchir des règles de ceux qui les fixent. Un État ne veut pas que vous veniez, vous contournez cette règle. Une entreprise ne veut pas que vous rentriez chez elle, vous allez peut-être avoir recours à une caméra cachée. Un politique ne veut pas, vous allez rentrer dans une stratégie de pression. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, en France et dans le monde, globalement, enfin en France en tout cas, je parlais de la France, la presse est très libre, mais c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Il n'y a rien qui est cadeau. Quand vous voyez un reportage à la télévision, il n'y a rien qui a été obtenu, en tout cas des reportages d'investigation, il n'y a rien qui est obtenu facilement. On ne vous donnera jamais d'informations sur un plateau. On ne vous laissera jamais accéder aux zones compliquées en vous emmenant et en vous promenant par la main. Si on vous promène par la main, c'est qu'on est en train de vous contrôler. Si c'est compliqué, c'est qu'il y a un contrôle de l'info qui s'opère. Et nous, on prend ces risques, on décide de se mettre parfois dans des situations qui sont compliquées
pour exercer pour exercer cette liberté de la presse. Et je vais terminer, et c'est fini, et Sarah, j'espère que vous vous endormez pas, je vais pas faire trop long. Je vais terminer sur une dernière notion, mais très simple, ça va durer vraiment 2 minutes. Sur la question on parle du contrôle de l'information, on parle de la liberté de la presse, et moi j'ai envie de vous parler du financement de la presse. Parce que évidemment c'est une petite musique que j'entends partout, que j'ai beaucoup entendu quand je travaillais sur les Gilets jaunes. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez vous aussi en tête. Ok, il est sympa, il est journaliste, il est libre, mais il bosse pour qui? Qui le finance? Qui le paye? C'est une question très légitime. Je vous le dis très honnêtement, je trouve ça extrêmement légitime. Combien de fois on m'a dit, non mais attendez, de toute manière, vous appartenez à un tel, ce que vous dites est biaisé, ce que vous dites est ceci, ce que vous dites est cela. C'est légitime. La question, moi, quand je travaillais à Quotidien, je travaillais pour une boîte de prod privée qui s'appelle Bangoumi, qui produit Quotidien, qui est diffusé sur TMC. TMC, ça appartient à TF1, TF1, ça appartient à Bouygues. Martin Bouygues, il a des acquaintances avec des politiques, il a des amitiés avec des politiques, il a peut-être envie que tel ou tel candidat soit président à la prochaine présidentielle plus qu'un autre. À la question, est-ce que moi, Baptiste Desmontiers, quand je travaillais pour Quotidien, qui était diffusé sur une chaîne de TF1 qui appartient à Martin Bouygues, est-ce qu'on m'a une seule fois demandé ou empêché de faire un sujet parce qu'il pouvait potentiellement aller à l'encontre des idées de l'actionnaire principal? La réponse est non. J'ai travaillé dans des boîtes de prod privées tenues par des gens. Jamais, jamais, jamais on ne m'a empêché pour des raisons financières. Jamais j'ai été tenu par le financement du groupe de presse dans lequel je travaillais. J'ai toujours été libre. Il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la ligne éditoriale, parce qu'il y en a une, et l'actionnariat. Évidemment que quand vous achetez Libération, la ligne éditoriale n'est pas celle du Figaro. Mais quand vous achetez la presse, en France, vous savez un peu où vous mettez les pieds. L'idée que parce que le titre de presse est financé par X ou Y, il faut s'en détourner et donc aller, comme ce que vous faites peut-être, chercher l'info à droite à gauche par vous-même, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais prêcher, je vais terminer là-dessus, je vais prêcher pour ma paroisse. Je prends cet exemple parce qu'il y a quelques années, c'était Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est des copains, en plus, pour le coup. Donc, j'étais très touché. C'était des gens qu'on connaît. Sur le même étage, il y avait des amis, etc. Donc, suite à l'attentat de Charlie Hebdo, j'ai été faire des conférences dans des écoles. J'étais faire des conférences dans des écoles. J'étais en Seine-Saint-Denis. Des écoles où l'idée que la presse n'est pas libre, que la presse est manipulée, l'idée que la presse est financée par des puissants, l'idée qu'on nous ment, etc., elle est très, très répandue. Elle est très répandue, cette idée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait ce policier, Ahmed Merabet, qui avait été assassiné. Et derrière, il y avait plein de vidéos qui circulaient en disant « Oui, mais regardez, il n'est pas mort. Oui, mais ceci, les rétroviseurs de la voiture, etc. » Toutes ces théories un peu complotistes, fake news, etc. Et j'étais rentré dans cette école et je leur avais dit, et je m'étais retrouvé face à un dilemme, comment leur expliquer que même si je travaille pour le service public, ou même si je travaille pour TF1, ou même si je travaille pour Libération, a priori, mon travail, il est un peu plus valable que celui que vous allez trouver sur Internet. Et j'avais trouvé cette anecdote. Je leur avais dit, quand vous allez chez le dentiste pour vous faire arracher une dent, pourquoi vous allez chez tel dentiste? Il était là, il me disait, bah, je sais pas, parce qu'il est dentiste. Je dis, oui, pourquoi il est dentiste? Parce qu'il y a une plaque. Ok, effectivement, il y a déjà une plaque dentiste. Et ensuite, parce qu'effectivement, il a fait des études. Il a un registre, il a un numéro, il peut vous délivrer des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il va pas vous faire mal. Ça ne veut pas dire qu'il va vous soigner votre dent. Ça ne veut pas dire qu'il va peut-être même complètement vous rater. Mais vous allez quand même aller chez lui. Et vous n'allez pas aller chez, je ne sais pas qui, Jean-Michel au coin de la rue, Jean-Michel dentiste, qui n'a pas de plaque, qui n'a rien, etc. Parce que spontanément, vous vous dites, je préfère aller quand même chez quelqu'un qui est un petit peu validé. C'est pareil, j'ai envie de vous dire, avec le journalisme. Ça ne veut pas dire qu'en allant sur des médias dits alternatifs ou en allant suivre telle ou telle personne sur Twitter, vous n'allez pas avoir une info de qualité. Mais ce que je dis toujours, c'est se détourner des titres de presse nationaux aux principes et sous l'idée qu'ils sont financés et qui ne sont pas libres. Je pense, moi, je ne suis pas un vieux, j'ai 39 ans, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que vous aurez toujours une information un peu meilleure en allant faire des titres de presse officiels qu'en allant sur, comme vous serez mieux soigné a priori si vous allez chez votre dentiste que si vous allez chez quelqu'un qui arrache des dents pas chères. Voilà. J'ai terminé, je crois. J'espère pas trop vous avoir perdu. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère que je vous ai un peu éclairé sur la notion de liberté de la presse et du contrôle dont on fait systématiquement l'objet.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? On a des... Oui. Et du coup, selon vous, la place de l'opinion publique là-dedans, parce que finalement, c'est un peu cette espèce de lumière dont les privés ou les publics essayent de se cacher. Quelle est l'importance qu'on peut donner à ça? Parce que l'opinion publique, c'est pas toujours juste, c'est pas toujours vrai non plus. Alors, j'ai peur de ne pas comprendre ta question. Je crois même en fait que j'ai pas peur, j'ai pas compris ta question. Pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer l'opinion publique comme une arme face à ce genre de problème? Ah ben, moi, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais en tout cas, moi, je vous l'ai dit en préambule, je voulais être avocat au début. Je voulais être avocat, je faisais mes études de droit, c'était pendant la guerre du Golfe, la deuxième, hein, je vous rassure. Et à l'époque, malgré le veto des Nations Unies, c'était l'époque où il y avait Dominique de Villepin, vous êtes trop jeune, vous ne l'avez pas connu, mais Dominique de Villepin qui faisait des grands laïus à la tribune de l'ONU, ben, malgré le veto, les États-Unis ont quand même été en Irak. Et moi, j'ai arrêté le droit à ce moment-là. Je me suis dit, OK, d'accord, c'est l'opinion publique la force. La seule vraie chose qui pèse et qui peut encore contraindre un État, c'est l'opinion publique. C'est pour ça que je fais ce métier. Pas pour manipuler l'opinion publique, de ma vision du métier, c'est éclairer les gens. Et effectivement, quand vous avez, et là j'ai des copains qui bossent pour un média que je vous incite à suivre, qui s'appelle disclose.org, qui est un média pour le coup qui n'est financé, c'est comme Mediapart, c'est comme, alors c'est pas la même tendance forcément, hein, Canard enchaîné par exemple, qui sont financés en propre. Bon, bah, eux, ils sont en train de faire une enquête sur Lactalis. Lactalis, c'est le plus grand vendeur de lait en France. Lactalis, visiblement, qui rejette depuis des années du lait, etc., dans les cours d'eau français. À partir du moment où l'entreprise vous bloque l'accès et que vous allez quand même réussir à... Je ne sais pas si je suis en train de répondre à ta question. En fait, l'opinion publique, c'est l'arme ultime pour faire plier ceux qui veulent vous empêcher d'exercer votre métier. Une entreprise, elle n'a pas envie qu'il y ait un bad buzz sur elle, elle va préférer vous ouvrir les portes. Ce que je voulais dire, c'était précisément que souvent l'opinion publique, c'est quelque chose qui est très temporaire. Il peut y avoir la lumière sur un fait pendant une certaine période, et au final, ça va très vite disparaître, comme vous l'avez expliqué avec les Venezuela. Bah ouais, Venezuela, plus personne n'en parle. Et c'est dans quelle proportion même, plutôt, est-ce que ça peut être considéré comme quelque chose d'efficace, comme une réponse? Tu veux dire quoi, le travail que je fais? Ouais. Vu qu'à un moment, on met la lumière sur un truc et qu'on l'oublie après, ouais, c'est un peu ça. Le côté un peu éphémère. C'est très vrai ce que tu dis, c'est très vrai. Aujourd'hui, tout le monde se fout de ce qui se passe à Mossoul. Moi, je suis allé à Mossoul, voilà, Mossoul, l'Irak, c'était Daesh, c'est là. Tout le monde se fiche de savoir ce qui se passe à Mossoul. Mossoul, ça n'a toujours pas été reconstruit, les gens n'ont toujours pas d'eau courante, il y a le choléra, il y a machin, etc. C'est vrai, on met un coup de projecteur temporaire. On met un coup de projecteur à un instant T. C'est vrai. Et je peux rien te dire de plus que malheureusement, oui, je voudrais bien retourner au Venezuela, mais je suis interdit de territoire. Je suis interdit complet. Jamais, à vie. Non, mais c'est futile. C'est vrai qu'il y a une forme de futilité, il y a une forme d'évanescence dans notre métier. On parle d'une information aujourd'hui, on n'en parlera pas demain. Ce n'est pas forcément la futilité, mais plutôt pour dire, est-ce que vous voyez des alternatives, des solutions, des réflexions avec les nouveaux moyens de médias, par exemple, on a la possibilité de plus bombarder l'information, je ne sais pas si c'est plus avoir votre vision sur des solutions, des alternatives qui pourraient venir par la suite, plus que de souligner un problème. Moi, je pense qu'effectivement, s'il y a une thématique qui vous intéresse, l'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui et l'avantage des smartphones, c'est que tout le monde peut continuer à être journaliste dans son coin, même quand il n'y a plus la lumière de la presse internationale sur un phénomène. Moi, je continue à m'informer de ce qui se passe au Venezuela via mon fixeur, qui s'est fait arrêter avec moi aussi d'ailleurs. Je continue à m'informer. Vous avez la possibilité, vous aussi, toujours d'aller suivre des médias, d'aller suivre des influenceurs, d'aller suivre des gens. Il y a une personne, moi j'ai travaillé à Hong Kong, Hong Kong c'est parti de vidéos de gens qui filmaient dans la rue leurs manifestations. Avant que la presse vienne filmer, c'est des gens qui filmaient dans la rue, c'est des kidams, c'est des kidams, c'est des gens comme vous et comme moi. Donc d'un côté, je vous dis faites gaffe, allez pas voir n'importe qui, mais d'un côté, je vais vous dire, parfois oui, mais attention. Vous pouvez vous informer, attention, parce qu'une vidéo prise par un smartphone dans une manifestation, elle peut dire une chose, elle peut dire une autre chose, voilà, je vous dis un peu tout et son contraire. Continuez à aller vous informer à droite, à gauche, juste faites attention quand c'est pas estampillé par un vrai média. Moi, je dis toujours attention. Bon, on en parle après parce que je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question. J'essaierai de répondre mieux si vous avez d'autres questions. Hein.
semblable à celui de certains États. Ils n'ont pas la force, pas le pouvoir régalien, et pour autant, on peut considérer que c'est plus facile de travailler sur des grosses entreprises, où finalement, ils sont aussi difficiles que certains gouvernements. Ah non, moi je pense que c'est plus difficile de travailler dans le privé. C'est plus difficile de travailler sur une entreprise que de travailler... Je pense que ça peut être parfois plus difficile de faire un reportage sur Lactalis, sur Bolloré, que de rentrer au Venezuela. Je vous le dis clairement. Moi, j'ai trouvé que c'était plus difficile de travailler sur des enquêtes privées pour Echo que de travailler que de rentrer au Venezuela. C'est vachement plus classe de rentrer au Venezuela. Mais la vérité, c'est que quand vous voyez des reportages comme Cache Investigation, on aime ou on n'aime pas. Pourquoi est-ce que vous voyez ces méthodes que certains qualifient de voyous? Pourquoi est-ce que vous voyez de la caméra cachée? Pourquoi est-ce que vous voyez Élise Lucet qui court derrière Élise Lucet? Je la connais, je travaille avec elle. C'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'en fait, ils vous ouvrent pas les portes. C'est très très difficile. La question pour nous, c'est de savoir où est-ce qu'on met la légitimité, où est-ce qu'on met notre légitimité. À un moment donné, il y a des sujets qui ne nous regardent pas. Et quand on estime qu'il y a un sujet qui nous regarde, parce qu'il intéresse l'opinion publique, parce qu'il y a une fraude fiscale dans une entreprise, parce que ceci, parce que cela, parce qu'ils font travailler des enfants au Bangladesh et qu'ils vous vendent du sourire et du healthy et du green, on se dit tiens, c'est pas bien, il faut aller voir la vérité. Quand on a des informations, on a envie de rentrer dans une entreprise. Mais oui, vous avez tout à fait raison, ils ont un pouvoir qui est si fort, et puis les frontières sont plus faciles à fermer, les frontières d'une entreprise sont plus faciles à fermer que les frontières d'un État. Enfin après, la Corée du Nord, je pense que c'est pas facile, la Chine c'est pas facile. Il y a des pays comme ça qui ne sont pas faciles. Est-ce qu'il y a une sorte de manipulation aussi de la part des entreprises envers les femmes? Excusez-moi, merci beaucoup. Ouais, bonsoir. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation aussi, et à partir de quand le journaliste peut se rendre compte qu'il est manipulé lui-même? Parce que courir après les gens, ça peut être aussi une forme de manipulation de la part de l'entreprise. En disant on va l'attirer dans un jeu. L'expérience qui vous fait sentir que vous êtes en train de vous faire balader. Et puis parfois, allez, une petite dernière anecdote rapide. Puis parfois vous en êtes pas rendu compte et puis vous vous en rendez compte au montage. Je vous raconte une histoire qui est super drôle. J'ai un de mes potes qui faisait un sujet pour Capital sur Otis. Otis, vous savez, c'est l'ascenseur. Bon, ils font un sujet sur Otis, c'est pas le sujet de l'année, c'est pas génial, etc. Bon, on le fait. On le fait. Et puis, dans tout ce qui nous intéresse, il y a un sujet qui va être intéressant sur Otis. C'est tiens, en combien de temps vous dépannez les gens quand Otis ouvre ses portes? Ils disent OK, c'est bon, on y va. Et puis bon, ils vont filmer plein de séquences, etc. Et puis un jour, ils passent une demi-journée avec le service, je sais pas comment on dit, le service secours, quoi. Tac, boum, appel, on y va, venez, on a une bonne femme, c'était une femme, qui était coincée dans un ascenseur, ils arrivent, etc. La personne est parfaite, mécontente, rassurée quand même, ça fait 10 minutes que je suis coincé dans l'ascenseur, merci d'être venu, etc. Bon, ils rentrent, ils se disent, bon, c'est cool, c'est plutôt efficace. Ils sont en salle de montage derrière, 15 jours plus tard, et puis ils sont en train de monter la séquence. Puis à un moment, il y a le monteur qui dit, attends, reviens là sur l'image, là. Ils reviennent en arrière, et puis ils avaient fait des plans larges de l'open space Otis. Et au fond, à la machine à café, au 3e plan, tiens, il y a Micheline de l'ascenseur. Bon, la manip, elle existe. Parfois, vous vous en rendez compte parce qu'ils ont essayé de vous manipuler comme ça. Parfois, oui, c'est l'expérience qui fait qu'à un moment, vous voyez que vous êtes manipulé ou pas. Je veux pas que vous partiez de là en vous disant « Oh là là, il n'y a que les gentils journalistes et les salauds d'entrepreneurs et les salauds de politique. » Non, on est un peu pénible aussi parfois. Hein. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu, mais qui est nécessaire. Parce que si on ne le joue pas, ce jeu, si on ne rentre pas dans ce rapport de force, on ne rentre pas. On ne fait pas notre travail. On ne peut pas. La plus grosse pression que vous avez pu avoir d'une entreprise, par exemple, à titre personnel? Vous devez avoir des pressions, je suppose, non? Non, moi, j'ai pas eu de pression, mais oui, j'ai pas mal de potes qui ont eu des pressions. Ouais. J'ai pas eu de pression. Et puis, ce serait de la diffamation si je vous le balançais, parce que j'ai pas les preuves. Et j'ai pas envie. Mais ouais, on prend des coups de pression, bien sûr, on prend des coups de pression. Mais on vous menace pas de crever vos pneus, ça se passe pas comme ça, c'est la France. Enfin, je veux dire, non, mais il y a un truc, c'est important de se dire ça, c'est qu'on est en France. Mais oui, il y a des gros coups de pression. Mais il faudrait que vous invitiez les copains de Cache Investigation. Avec plaisir. On les emmènera dans l'ascenseur. Qui font un travail remarquable et qui n'ont pas toujours bonne presse parce que c'est vraiment les chiens, les clébards qui viennent mordre à la jambe. Et tu sais, moi, je fais ce métier aussi. Hein, donc, de l'extérieur, on se dit, ils sont relous, les journalistes et tout. En vrai, on ne le fait pas par plaisir. Dans toute entreprise, il y a pardon, forcément.
Et puis dans toute entreprise, il y a des secrets qu'on n'a pas envie de dévoiler, et même si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas envie que les journalistes viennent fourrer leur nez. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, est-ce que vous ne pensiez pas que c'est aussi important de faire la différence entre, dans la loi de la raison, entre les raisons qu'ont une entreprise privée avec des intérêts purement privés de cacher à des journalistes certaines choses, qu'un État en a d'autres, qui parlent notamment de tout ce qui peut être au niveau de la sécurité de l'État, de ses intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de faire une sorte de jauge entre, pas jusqu'où doit aller le métier de journalisme, mais jusqu'où ce qu'on peut révéler, quoi. Ouais, tu as tout à fait raison. Sur l'aspect privé et sur l'aspect international. Sur l'aspect privé, il y a une jauge. En fait, il y a un moment donné où je ne suis pas là pour... je ne sais pas parce que j'ai une carte de presse, que je m'appelle Baptiste Desmontiers, que tout le monde doit m'ouvrir sa porte. Aucune entreprise n'a une obligation de m'ouvrir ses portes. Elle a le droit de me fermer ses portes. Moi, ça me devient compliqué pour moi de l'accepter à partir du moment où j'estime que mes questions sont légitimes. J'estime qu'il y a un intérêt public, qu'il y a une chose qui est cachée, qui concerne des Français ou une partie des Français. Je vais pas aller mettre des coups de pression à une entreprise pour qu'elle me dévoile ses secrets de fabrication. En revanche, si une entreprise fait de la fraude fiscale, ou enfin voilà, mon intérêt il va être là. Je veux dire, tiens, il y a un intérêt à informer le public. Pour les États, la notion, elle est la même. Il y a un moment, on n'y va pas parce qu'il y a de la sécurité. Moi, je me suis retrouvé à me poser la question au Maroc. C'est pas la fois où je me suis fait arrêter, mais une fois, j'étais au Maroc sur les conditions de sécurité pour les touristes. Parce que si vous prenez une carte du Quai d'Orsay, vous avez la frontière du Maroc et de l'Algérie. Vous avez la frontière algérienne, c'est rouge. De l'autre côté, boum, c'est bon. On peut y aller. OK ? Moi, j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie d'aller voir. Et là, je suis sur des questions de sécurité, effectivement. Je rentre, sans le dire, parce que sinon, ça ne va pas me laisser rentrer. Et je décide d'aller me frotter à la frontière avec un caméraman. On part. On va se frotter à la frontière pour voir vraiment si on est dans une zone qui est vraiment sécurisée. Ou est-ce qu'en fin de compte, il y a juste une chaîne de montagne qui me sépare des vilains terroristes que le Quai d'Orsay, ou alors est-ce qu'il y a des zones de... Enfin, est-ce qu'il y a un pare-feu? Et donc là, je suis sur des questions de sécurité. Le Maroc n'a pas envie que j'aille filmer les radars qui ont été mis par Sagem, etc., qui sont sur les montagnes, sur la chaîne de montagne. Je le fais pas. Je sais qu'il y a des informations stratégiques, je vais pas les donner. J'en ai aucun intérêt. En revanche, je décide d'aller me frotter à ces conditions prétendues sécurisées pour voir si c'est vrai. Et je vais me faire arrêter. Enfin, je vais pas me faire arrêter. L'idée, c'est pas ça. C'est je joue les touristes dans le Sahara avec mon 4x4 et mon truc. Et je veux voir si justement, je suis dans une zone qui est contrôlée. Donc, normalement, si je traîne là 20 minutes, on va me choper. Et si on me chope, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une sécurité. Donc, je vais pas dévoiler des enjeux stratégiques de sécurité pour le Maroc. Mais ma démonstration me permet de revenir en disant, a priori, ouais, c'est safe. Ouais. Alors, il y en a une, c'est comment protéger ses sources, notamment sur des sujets qui peuvent devenir judiciaires par la suite. Ah, c'est compliqué ça. Corruption. Très compliqué. Ah. Très compliqué. Oui. Très compliqué. Apparemment, on ne nous entend pas quand Ouais. je pose la question. Du coup, donc, comment protéger ses sources, notamment quand il y a judiciarisation de l'affaire. Notamment corruption, exemple. Il faut savoir que moi, j'ai un peu laissé l'enquête derrière moi, mais quand on fait un travail d'enquête et qu'on a des sources qui nous donnent des informations, nous, les journalistes, on est protégés. On a quelque chose qui garantit le secret des sources. Et c'est d'ailleurs le grand péril, il y a une loi sur le secret des affaires voilà, c'est un petit peu compliqué, justement. C'est-à-dire, en gros, on estime que le secret des affaires, en fait, on essaye de mettre deux concepts l'un en face de l'autre, le secret des affaires, le secret des sources. Moi, normalement, s'il y a quelqu'un qui me parle, qui me donne une information, et que derrière, il y a un procès parce qu'il y a corruption, les policiers n'ont pas le droit de venir me demander, enfin, ils peuvent venir me demander mes informations, etc., mais j'ai le droit de refuser, j'ai le droit de ne pas donner mes sources, j'ai le droit de ne pas compromettre ma source. Donc ça, on a tout un arsenal. Malheureusement, je suis un peu désolé, je suis peut-être pas le meilleur pour répondre à cette question-là, parce que ça fait 3 ans que j'ai laissé l'enquête derrière moi et que tout ça évolue énormément. Mais ce qui est sûr, c'est que ce grand principe de protection des sources, c'est un principe qui ne doit, de mon point de vue, surtout pas être ébranlé par aucune loi, parce que c'est la seule chose, quand une entreprise vous ferme ses portes, c'est la seule chose qui va vous permettre d'obtenir une information, que ce soit sur du financement politique, que ce soit sur du financement, que ce soit sur de la corruption, que ce soit sur de l'évasion fiscale. Personne ne va venir me donner une information à moi s'il n'y a pas quelque chose qui lui permet de se dire qu'elle ne va pas se faire arrêter le lendemain. Donc c'est fondamental. On a cette loi qui nous protège, mais le secret des sources est constamment attaqué par le milieu des affaires.
Voilà, je sais pas, je réponds pas à ta question, excuse-moi, je suis désolé, mais voilà, je suis un peu battu sur la technicité de cette question. Si ça répond pas, on aura le message. Je suis désolé si ça répond pas par avance. Une autre question, comment concilier la nécessité d'informer sur certains sujets et l'intérêt qu'il y a à informer ou pas en fonction d'une certaine audience, en fonction d'une certaine quête d'audience? Ah, c'est le buzz, j'imagine que c'est un peu ça. Oui, je continue. Et donc, en lien avec cette question, peut-on considérer les médias alternatifs comme une façon de complémenter ce qui est couvert par les médias traditionnels? Oui. Oui, parce que même si je dis toujours attention à qui vous allez voir, attention, essayez quand même d'aller voir des gens qui sont un peu labellisés. Moi, je connais d'excellents journalistes qui n'ont pas de carte de presse. On a eu ces grandes questions l'année dernière avec les interpellations de Gaspard Glanz, etc., dans les manifestations, Gilets jaunes, etc. Donc oui, il y a des médias alternatifs, c'est des journalistes, et je vous incite à être curieux, je vous incite à aller voir à droite, à gauche. Je vous dis juste attention à ne pas aller voir n'importe qui. Et oui, pour répondre à la première partie de la question, la quête d'audience, elle existe. Elle existe. Hein. J'ai eu la chance de travailler dans le service public. Dans le service public, on ne se pose pas trop la question de l'audience. D'ailleurs, l'audience, ça ne marche pas trop, mais bon. On ne se pose pas la question de l'audience parce qu'on se dit qu'un sujet est important à traiter s'il est important d'un point de vue journalistique, d'un point de vue éthique, intellectuel. Quand vous travaillez dans une chaîne privée, c'est ce que je faisais quand je travaillais pour TF1, la question de l'audience, elle existe aussi. Donc oui, il y a des moments où on traite un sujet parce qu'on se dit, tiens, ça va marcher. En fait, on ne traite pas un sujet en se disant ça va marcher. Parfois, on se dit, on a le choix entre deux sujets, on se dit, ah, là, c'est compliqué, c'est aride. On se dit jamais, les gens sont bêtes, ils vont pas comprendre. On se dit jamais, on va pas faire d'audience. Mais on se dit souvent, wow, est-ce que je vais arriver à être intéressant et à captiver mon audience? Donc, la question du choix des sujets, elle ne doit pas être définie par l'audience. Elle l'est malheureusement parfois. Et donc, oui, je vous invite sur certains sujets qui ne sont pas traités. Et si vous vous passionnez pour ce qui se passe au Haut-Karabakh, en ce moment, allez sur des médias, allez chercher l'information, vous allez trouver des informations qui ne vont pas être traitées dans les grands médias. Mais moi, j'aurais tendance toujours à prêcher pour ma paroisse, allez sur le service public. Le service public, c'est, de mon point de vue, encore la garantie d'une actualité internationale, d'une actualité qui ne soit pas sensationnelle, pas tout le temps, qui ne soit pas en quête d'audience, qui ne soit pas... Voilà, il y a des bons médias publics, on a la chance d'avoir une presse libre et des médias publics en France, et ça ne veut pas dire que TF1 et France 2 et M6 ne font pas du super boulot, et Canal et tout. J'ai travaillé là-bas, j'ai des amis qui travaillent là-bas, ils font du super boulot. Mais oui, sur France 2, il y a des sujets qui ne sont pas traités ailleurs, je pense. Et sur France Info aussi, et sur France Inter aussi. On a encore une quinzaine de questions, sauf qu'on va devoir libérer la salle d'ici 5 minutes. Merci. Du coup, je prends la dernière parce que la personne a posé la question 2 fois. Donc ok, mais je vais essayer de faire court. Il faut que... Alors, donc, désolé, pour pas... parce que j'ai pris une photo pour être sûr de ne pas le rater. Alors... Que pensez-vous de la proximité entre le candidat Macron et les financiers propriétaires des médias lui ayant assuré une couverture médiatique plus favorable qu'aux autres candidats? N'y a-t-il pas une sélection des journalistes au recrutement tel qu'il dénonce Aude Lancelin dans son ouvrage Le Monde Libre? Juste la fin, n'y a-t-il pas? Pardon? Une sélection des journalistes au recrutement tel que dénonce Aude Lancelin dans son ouvrage Le Monde Libre. Ok. Moi, je pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une sélection au recrutement dans les rédactions. Sincèrement, je ne pense pas. Après que certains candidats préfèrent travailler avec tel ou tel journaliste, ça existe. On préfère le travail de tel ou tel journaliste, on préfère travailler avec tel ou tel journaliste. Est-ce que... moi, je ne crois pas, hein, mais bon, Aude Lancelin, elle a probablement des infos que j'ai pas. Moi, je ne pense pas, sincèrement, que l'entrisme politique soit à ce point, enfin, qui est à ce point... un pouvoir politique qui soit capable de décider de la nomination ou non, du recrutement ou non d'un journaliste dans une rédaction. Même s'il y a des histoires qui ont pu circuler par le passé, moi je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux et j'espère que c'est faux. En tout cas, moi, il ne m'a pas poussé pour me faire recruter quelque part. Hein. D'accord. J'espère qu'on a répondu du coup à Edgar. Vous pouvez peut-être en prendre une autre du coup, parce que j'ai pas grand-chose à dire sur celle-là. Non, je dis bip parce que c'est compliqué. On parle d'une. C'est pas que je veux pas en parler, c'est que là encore une fois, j'ai pas la matière suffisante pour vous répondre. D'accord. Donc une dernière alors. Comment protéger? Ah non, ça je l'ai lu, pardon. Je reviens.
Je reviens sur les nouveaux. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État français en cas de problème, entre parenthèses, grave, à l'étranger? Si oui, comment? Quels moyens? Oui, on a la chance d'avoir un pays qui va chercher ses ressortissants. Et ça, il faut que vous l'ayez en tête. On ne laisse pas les journalistes et on ne laisse pas les ressortissants français croupir dans un pays étranger. J'ai pas énormément d'expérience pour vous raconter tout ça, mais oui, j'ai pas été sorti par le gouvernement français du Venezuela. On a été relâché, je sais pas trop comment. C'est moi qui ai appelé l'ambassadeur et le consul pour leur dire qu'on était à l'aéroport, donc ils n'étaient pas au courant. Maintenant, je sais qu'il y a eu énormément de tractations derrière. Je sais qu'il y a eu des questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale. Il y a eu, la France est un pays qui ne laisse pas ses journalistes derrière elle. C'est hyper important. Moi, quand j'étais détenu au Venezuela, détenu, c'est un bien grand mot. On a été une grosse garde à vue, on va dire. Je suis passé à un moment dans un espèce de centre de, je sais pas ce que c'est au fond d'un parking, derrière des portes, et il y avait des petites cellules. J'ai passé une nuit là-bas, et j'ai discuté avec un Américain qui était là depuis 6 mois, et et c'est un journaliste, et qui sont là-bas, et l'État américain ne va pas les chercher. Voilà, nous, en France, on va nous chercher. On va nous chercher. Et donc, oui, on est soutenu. On est soutenu, mais si on fait des bêtises et qu'on fait prendre des risques, on se fait taper sur les doigts aussi. Mais oui, on est soutenu. Et c'est important de l'avoir en tête, parce que c'est pas partout pareil. Moi, j'ai été détenu dans une prison politique qui s'appelle l'Hélicoïde au Venezuela, qui est à Caracas, dans laquelle il y a un journaliste qui s'appelle Billy Sixt, qui je pense qu'il est encore emprisonné là-bas. Je ne sais pas, en tout cas, ça faisait bien longtemps qu'il y était quand j'y suis passé. Donc voilà, même l'Allemagne n'a pas, je crois, la même politique que nous. La France va chercher, enfin moi, de ce que j'en sais, la France va chercher ses ressortissants. Merci beaucoup. On va arrêter là, parce qu'il faut qu'on libère les lieux. Merci pour l'intervention. Merci à tous ceux qui sont venus malgré Covid, malgré couvre-feu. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et je voulais juste dire un mot pour terminer. C'est ce que je vous ai dit, c'est ma vision de journaliste. J'ai pas écrit de livre, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est une vision qui est forcément subjective de ce qu'est la liberté de la presse, de ce qu'est le contrôle de l'information en France et dans le monde, et de comment nous on essaye de faire notre travail avec toutes ces données-là. Merci beaucoup.